Hola, ¿qué tal? C'est le professeur Rémi. Bon, et bien voilà, il est 7h30, je suis frais comme un gardon. Je pars du coup donner mes cours à l'INSEC. Aujourd'hui, j'ai une journée de cours de 8h à 20h normalement. Donc on va voir comment on aménage tout ça. Parce que le problème, c'est qu'à 18h30, je dois être au Stade de France pour David Guetta. Donc je vais voir comment j'aménage cette journée et comment je fais tout ça. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de tout faire encore une fois aujourd'hui. Enfin bon, bref. Allez, c'est parti. J'ai dormi 4 heures. Je suis éreinté. Ça va, ça se voit pas trop, non? Bon, voilà. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai un truc important, je me réveille toujours 1 heure avant que mon réveil ne sonne. Et je n'arrive pas à me réendormir. Naturellement, le corps se réveille avant que le réveil sonne. Et après, bah, impossible. Du coup, je suis dégoûté parce que j'ai perdu 1 heure de sommeil. Bon, allez, j'y vais et je vais retrouver quelqu'un qui m'accompagne aujourd'hui pour ses cours. Devinez qui? Oh là, j'ai les cheveux qui commencent à pousser, qui sont longs, qui brillent. Bon, bref. Allez, on y go, je vais être en retard, moi. La gosse. Mais tu vas finir par connaître mes cours par cœur. C'est au moins la 3e fois qu'elle y assiste. La gosse qui ce matin donc s'est réveillée à 6h du mat pour venir heureusement que j'étais à Paris quoi. Une fois encore assister aux cours. Heureusement que j'étais pas dans ma vie. Et me filmer un petit peu pour que vous puissiez en profiter un peu. Et la gosse qui sera récompensée ce soir en étant ma +1 pour David Guetta au Stade de France. C'est un beau remerciement. C'est sympathique, oui. Même si je vous cache pas qu'on a tous hâte. Oh, j'ai hâte d'être dans le lit ce soir. Voilà, d'être dans notre lit ce soir et que cette journée se termine. Oui. Voilà, mais bon. Mais non, cochonne. Ça va être bien juste, je comprends pas le concert de David Guetta, il commence à 18h30. C'est quoi, c'est Chantal Goya? Bah ouais, donc c'est pour ça qu'il va falloir que je quitte l'école plus tôt que prévu. C'est extrêmement tôt. Et que je raccourcisse mes cours, enfin non, que je les mette en travaux dirigés, je sais pas, on va voir. On va voir parce que j'avais cet événement qui était calé. Mais de toute façon, en fin de cursus, certains élèves, enfin certaines classes, parce que j'ai une autre classe cet après-midi, doivent travailler sur leur soutenance finale. Et pour le coup, je ne suis pas obligé d'être là forcément puisqu'ils bossent en groupe. Lola, je ne comprends pas pourquoi t'as pas été travailler ce matin. Hein? Qu'est-ce que t'as avec le jeudi? On est jeudi, oui. Qu'est-ce que t'as avec le jeudi matin? Je vais en cours. Non, Lola. Non, non, non. Tu ne prends pas ma voiture. Bon, bah c'est quand même dingue, elle va pas travailler le lundi matin, mais elle se lève le jeudi matin pour accompagner son ami Rémi et assister à des cours dont elle n'est même pas bénéficiaire de base. Non, mais écoute, j'apprends comme ça. Puis après, elle va avoir David Get. Je hurle. On sort? Non, on sort pas, non, je vais me coucher, non. Demain, je pars en Angleterre, alors ça aussi, je n'étais pas dans mon 2026. Là, en ce moment, je vis vraiment au jour le jour. J'aviserai demain matin. Je vais suivre mon coach qui traverse la Manche. Ah oui, c'est vrai. Donc j'y vais vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Enfin, j'y vais 5 jours. Et je pars demain, ouais. Voilà, donc non, je sors pas en boîte de nuit ce soir, Lola. Non, je vais me coucher. J'en ai rien à foutre. Je décline l'invitation. Je suis hyper surprise que cette gosse était extrêmement ponctuelle ce matin. On peut vraiment faire confiance. Oui, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi tu n'allais pas travailler le lundi matin. Tu m'as dit 10 fois ne sois pas là, tu ouais. vas jamais te lever. J'arrêtais pas de me dire elle sera jamais levée, enfin bref. Mais c'est parce que j'étais à Paris. Elle était là, mais alors quoi, incroyable. Voilà, bon, on a la Tour Eiffel devant nous, au fond là-bas. C'est trop bien parce que du coup je donne cours proche de la Tour Eiffel. Les salles de classe sont bien situées. Soy un chico muy mimi, este mañana. Ouais, c'est vrai. Con blue eyes. Son un chico muy fresco. Très frais malgré le surmenage et la fatigue et l'enchaînement d'une vie qui est très aléatoire. Soy un chico, oh là là, complètement ensoleillé. Nous arrivons dans le bâtiment Castor et Pollux. il y a ta Big Daron sur le nom de l'ascenseur. Bon, voilà. Pour l'ascenseur, Ah oui, mais on est épuisé. Il fait un froid mais polaire, mais on est le 10 juin, mais merde. Oui, c'est vrai qu'il fait très très froid. On a mis nos vestes, on est absolument frigorifiés. Puis alors ce soir au Stade de France, on va tomber malade. Non, mais moi j'ai pris ma doudoune dans ma voiture. On va être, voilà, bon bref. Si on peut s'économiser, ouais, le temps d'un ascenseur, c'est pas mal. Mais je suis congelée, Gérald.
Voilà, bienvenue, hein. On est le combien On est le 10 juin. Voilà. Non, 11, Le 11. je crois. Bah, Il ouais, fait un froid, mais de... Ouais. C'est bien la première fois que j'arrive en avance. Bon bah c'est pas encore ouvert, je t'ai fait te lever peut-être un peu plus tôt que prévu. Et je me suis peut-être levé un peu plus tôt que prévu. On attend du coup l'ouverture des portes à 8h. Voilà. Bien la première fois effectivement que j'arrive en cours en avance, mais tant mieux. Construisons vos réussites avec Jérém Star à l'INSEC. Pensez le futur, révélez les talents. Une gosse frigorifiée devant les portes de l'établissement. On poireute devant l'immeuble Castor. Eiffel 3. Voilà, courage, allez, il reste 4 minutes avant l'ouverture des portes et la découverte de ma salle de classe. La gosse est frigorifiée. Mais qui s'inflige ça aussi d'accompagner un ami professeur en pleine semaine à 7h du mat? Qui? Bah ouais. Est-ce qu'ils vont ouvrir un jour? Il reste 3 minutes. 3 minutes, c'est ressenti 40. Là, c'est vrai qu'il fait un froid, mais comme au mois de février. Hein. Ouais, non, c'est très choquant en fait. Parce que c'est clair qu'au mois de juin, c'est anormal. Je suis sûre que dans les salles, il fait un froid. Moi, j'ai pris de toute façon une veste, hein, tu vois. Voilà, un professeur Rémi, comme la jaquetta blue. Aujourd'hui, cours de marketing d'influence avec monsieur Gisclan. C'est le professeur Rifklan. On est donc... où est la salle d'ailleurs? Ah oui, oulala, alors c'est toujours très compliqué. Salle C-1, 09-E346. C'est le théorème de Pythagore. Bon. Ah, bah si, ça doit être la remarque. Attends, non, je sais pas. Bon, bref. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour. Alors, à la recherche de la classe, mais tu sais, c'est immense, je sais pas où elle est. On est décidément vraiment les premiers. Il n'y a personne à part nous. Hein. On dirait une école, comment dire, fantôme. Bah, vous inquiétez pas qu'ils vont tous arriver là dans 10 minutes d'un coup. C'est en bas, je pense. Alors, eh ben, on va aller en bas. Bah, je sais pas, je comprends pas. Comment on descend en bas? Ah là. Regarde, premier étage. Alors. Merci. Alors, attends. Eh bien. Ah ouais, bah, c'est pas ma préférée. Bon, voici ma salle de classe. Ouh là là, je maîtrise pas, c'est un tableau digital. Ouh là là, comment je vais connecter mon ordi? Moi, les nouvelles technologies, c'est quelque chose... Ah si, c'est bon. Voilà, bienvenue les amis donc, dans ma salle de classe aujourd'hui. J'ai accepté de prendre une nouvelle classe. C'est un peu une classe bonus parce que j'en avais déjà plusieurs dans l'année. Et là, j'ai accepté parce que c'est une classe qui avait vraiment envie de faire ces cours-là. Ils ont insisté, c'est fou, hein, parce que de base j'avais dit que je la prenais pas parce que j'avais pas le temps, et ils ont insisté, ils voulaient vraiment m'avoir en cours et que je leur donne tous mes conseils, tout ça. Donc c'est une nouvelle classe, voilà, qui sera évaluée d'ailleurs au mois de juillet, je crois. Voilà, tu te mets où toi, ma douce? Regardez ce qu'ils font à l'INSEC, trop bien pour le mois de la fierté. Ensemble pour un campus plus inclusif, visibilisé, inspiré, engagé. Dans le cadre du mois des fiertés, les étudiants doivent créer une fiche portrait d'une personnalité LGBT marquante. Objectif, valoriser des parcours inspirants pour la diversité, sensibiliser à l'inclusion. Qu'est-ce que tu dis? Ils peuvent te faire toi. Ah d'accord, ma grande. Non? T'es une personne LGBT marquante. Ah d'accord, dame. D'accord. Moi. Ouais, c'est vrai, je sais. Alors ça c'est hilarant, j'ai quand même une prof qui ne travaillait pas normalement ce matin. Et qui est venu pour assister à mon cours. Emmanuel. J'ai hâte d'apprendre l'influence. Tu vas... Non mais c'est drôle, 8h30 du mat alors que tu travaillais pas, quoi. C'est dingue, elle est venue. Tu vas être avec les élèves à écouter le cours. Merci en tout cas. Avec grand plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Voilà, les élèves arrivent là. Bah je te laisse gagner ta place. Bon bah bonjour à tous. Finalement ce cours a lieu du coup. Je me rappelle de ces deux élèves là-bas au fond qui étaient venus et qui étaient presque prêts à venir dans l'autre classe. Mais du coup, vous n'y êtes pas venus, donc c'est bon, vous n'allez pas avoir le cours en double. Alors, voilà, Emmanuel m'a introduit sur ce cours donc de marketing d'influence. Alors, le but de ce cours, évidemment, ça ne va pas être de vous apprendre à devenir des influenceurs, hein, mais en tant que... tout dépend de votre positionnement, mais en tant qu'agence de publicité ou
département communication finalement d'une marque, de vous partager mon expérience, mon parcours et vous donner des petits tips, pas mal de choses pour booster votre créativité, réussir des campagnes de communication voilà, pertinentes et puis vous inspirer aussi, notamment pour les cas pratiques de fin d'année. L'intérêt, je pense que vous en êtes rendu compte, vous n'avez pas besoin que je vous l'explique, mais l'intérêt des productions, c'est évidemment de prendre des candidats de télé-réalité avec des parcours de vie difficiles, défaillants psychologiquement. Pourquoi? Pour pouvoir davantage les manipuler, obtenir ce qu'ils veulent à l'écran. Et puis évidemment, plus une personne va être faible, plus elle va être manipulable. Donc on a beaucoup de productions qui jouent sur ça. Et moi, je l'ai dénoncé dans beaucoup de mes reportages et de mes contenus. On a vraiment des gens qui n'ont absolument rien à faire dans un programme de télé-réalité parce qu'ils sont beaucoup trop borderline, à tendance suicidaire et puis pas bien encadrés. Donc évidemment que les productions, bien sûr, en profitent. Même si avec les drames qu'on a pu avoir, on pense à Loana qui a très mal voilà, vécu tout ça, ou même à un candidat de télé-réalité de Secret Story, François Xavier, donc FX, qui s'était aussi suicidé, car accro à la notoriété, accro à tout ça, mais aussi qui a très mal vécu quand ça s'arrête ou quand ça retombe. Il y en a eu d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une responsabilité des productions. Et puis moi, j'ai beaucoup milité pour ça. J'ai fait beaucoup de reportages et d'entretiens dans les médias en mettant la pression aux productions. Notamment, j'avais mis la pression à Énergie 12 à l'époque qui diffusait Les Anges de la télé-réalité et qui diffusait des scènes de harcèlement avec une candidate qui s'appelait Aurélie Preston, où il y avait des scènes d'humiliation diffusées à la télé. J'avais appelé sur mon blog tous mes abonnés à saisir le CSA et effectivement, ce programme avait eu un avertissement. Quand j'ai commencé voilà, ma carrière, tout ça, j'avais beaucoup de scoops de la part des candidats de télé-réalité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais aussi beaucoup de taupes dans tous les corps de métier possibles et inimaginables. C'est-à-dire que j'avais des policiers qui m'envoyaient des plaintes de célébrités. C'est terrible à dire, mais moi je suis très transparent, je vous dis tout. Et de toute façon, je pense que vous n'êtes pas surpris de l'être humain. J'avais du personnel médical dans les hôpitaux qui me balançait les dossiers médicaux des célébrités. En fait, j'avais tout le monde qui me balançait tout. J'avais des réceptionnistes d'hôtel qui me racontaient que des candidates étaient scatophiles dans leur chambre d'hôtel. Non, mais des trucs lunaires. J'avais des taupes partout parce que j'ai créé en fait un mouvement un peu participatif, c'est-à-dire le côté people où n'importe qui peut m'envoyer des infos qu'ensuite je relaye. Donc c'était un peu un appel à la délation. C'est sûr qu'aujourd'hui j'ai repensé ma ligne éditoriale et c'est des procédés, des manières que j'assume et qui ont fait partie aussi de la construction de mon site internet à l'époque, mais j'avais une adresse mail qui était dédiée où tout le monde m'écrivait « Ah bah tiens, j'ai vu tel people en soirée en train de tromper son mec. » Voilà. Évidemment, ma déontologie faisait que je choisissais les sujets que je traitais. Vous vous doutez bien que les dossiers médicaux, non, je ne les balançais pas. J'ai plusieurs anecdotes à vous raconter de toute façon, puisque par exemple, j'ai été le premier à apprendre, c'est terrible, mais le cancer de Johnny Hallyday à cause du piratage de la boîte mail de sa fille. En fait, le pirate m'avait tout envoyé. Et quand j'ai reçu ça, vous vous doutez bien, dans ma boîte mail, je n'ai pas relayé l'info. J'avais quand même des limites. Relayer des coucheries ou voilà, des choses qui se passent dans la continuité d'une émission de télé-réalité, ok. Mais relayer le cancer de Johnny Hallyday alors que ça n'a pas été annoncé publiquement et qu'il se bat contre la maladie en secret, je ne me sentais pas capable de le faire. J'ai vendu en fait le cancer de Johnny Hallyday, je crois que c'était au magazine, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être Voici. Et je crois qu'il n'avait pas été payé, donc pour court-circuiter et se venger, il m'avait envoyé ça à moi pour que je le sorte gratuitement et que du coup le magazine n'ait pas l'exclu. Donc très rapidement, j'ai contacté la fille de Johnny Hallyday, donc Laura Smet, pour l'informer que j'avais en ma possession toutes ces conversations avec ses amis où elle parlait de la maladie de son papa. Et ensuite, j'ai été très rapidement donc, reçu par la police judiciaire. Il y a eu une enquête. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce pirate est en prison. Il a été incarcéré et il y a eu une vraie enquête. Donc, j'ai fourni à la justice les mails parce qu'ils sont remontés à moi. Ils ont retracé à qui il avait envoyé des mails. Et c'est vrai que c'était assez intéressant parce que je me retrouvais des fois dans des histoires vraiment lunaires. J'ai vraiment des secrets d'État et des secrets hallucinants que je n'ai pas pu sortir parce que c'était trop dangereux et parce que c'était trop horrible pour les gens.
Mais dites-vous qu'à ce moment-là, on m'envoyait absolument tout. Des secrets, enfin, vraiment des choses sur la politique, sur des hommes politiques qui étaient tenus en laisse dans des soirées. Mais ça, c'est plus intéressant que le reste. Hein. Oui, c'est très intéressant. Là, Ça, c'est bien. ah ben ça vous intéresse. Hein. Ça, c'est bien. Bah oui. Ça, je ne l'ai évidemment pas sorti sur mes... En fait, le problème, c'est que quand vous avez un homme politique qui participe à des soirées échangistes et qui est tenu en laisse, si moi je sors ça à l'époque sur mon blog, évidemment, je suis attaqué en justice. Donc il fallait que je fasse attention aussi. Donc j'adore les questions. Est-ce que ce sont quoi? C'est quoi des hommes politiques qui sont passés pour des cathos tradis ou... Qui passent pour des cathos tradis? Alors oui, certains. On a de la gauche, de la droite. Tout le monde adore être tenu en laisse en soirée. Ouais. Il y en a beaucoup. On a des hommes politiques aussi, voilà, qui sont dans des trucs de type rose, catho, tout ça, avec des candidates de télé-réalité. Et c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs beaucoup balancé dans plusieurs de mes livres. On aura l'occasion d'y revenir, qui m'a valu une énorme polémique. On a voulu m'abattre et me faire tomber en racontant que j'étais un gros pédo et un violeur et compagnie, parce que j'avais balancé sur l'envers du décor de la télé-réalité et de la politique. Donc j'ai toutes les sphères au-dessus qui s'en sont prises à moi, et après je me suis retrouvé dans un truc, enfin bon bref, assez horrible, parce qu'on a voulu m'éteindre et me faire taire. Mais oui, bien sûr, on a encore d'ailleurs des politiques au pouvoir. Hein. Voilà. Donc très passionnant, hein. Très rapidement j'ai compris qu'avec mon blog qui était Bon Enfant, où au début je racontais juste que Brenda avait trompé Michael, ou plutôt Michael a trompé Brenda, et je me suis retrouvé après dans des dimensions vraiment politiques. J'avais des scoops sur tout le monde, mais vraiment tout le monde, les dirigeants des chaînes, voilà. Et de toute façon, j'ai un peu ouvert la voie aujourd'hui à d'autres blogueurs qui font ça sur les réseaux, puisque vous le voyez maintenant, tout sort sur les réseaux. Hein. Je veux dire, n'importe qui, avec son téléphone portable, peut filmer quelqu'un, une célébrité, et l'envoyer, et ça se retrouve sur les réseaux en 2 secondes. Aujourd'hui, n'importe qui, grâce à son smartphone, peut devenir un paparazzi. Et c'est un peu un mouvement que j'avais un peu initié malgré moi, parce que c'est vrai que mon blog était participatif et ça plaisait à ma communauté en fait de m'apporter un scoop. Et comme je vous le disais, j'avais quand même des limites, je ne sortais pas des choses trop graves. Quand il s'agissait de protéger des victimes, oui, mais aller balancer sur un cancer ou quoi, ça par contre, c'était des limites que je m'imposais. Et on a beaucoup craché sur moi en disant que j'avais aucune limite, aucun respect, mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens que j'ai protégés parce que je savais qu'ils allaient mal le vivre ou parce que j'avais pas envie que leur sextape soit dévoilé au grand jour. Et par exemple, quand il y a des candidats de télé qui avaient des sextapes, je crois qu'encore aujourd'hui j'ai mon blog, alors que j'ai arrêté mon blog, mais il n'y a pas longtemps je reçois une vidéo, oui, j'ai une vidéo d'Aya Nakamura arrachée en soirée. Oui, et enfin, donc du coup, voilà, ou alors j'ai une sextape d'une candidate de télé de l'île de la Tentation, appelle-moi pour qu'on en parle. Bon, évidemment, à l'époque, j'aurais appelé pour savoir, pour peut-être balancer la personne qui voulait la vendre. Aujourd'hui, voilà, j'ai répondu à cette personne, non, mais c'est honteux de faire ça, enfin, franchement, ça m'intéresse absolument pas. Et je te conseille de n'absolument pas balancer ça. Enfin, il n'y a pas à humilier une femme comme ça sur les réseaux sociaux. Voilà, on va dire qu'avec l'expérience, j'ai appris aussi à comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Hein. Voilà. Il y avait une question? Oui. Si à l'époque, vous étiez le seul dans ce milieu-là à balancer des trucs et tout, comment vous avez géré l'arrivée, par exemple, d'un Aquababe qui arrive et qui s'enlève des choses en bloquant et tout, et est-ce que c'est un registre du coup de votre part de vous retirer un peu parce que du coup tout le monde balance un peu des trucs Alors, je suis en procès contre lui, donc voilà, pour moi, lui, c'est vraiment malheureusement, malheureusement, c'est un peu un monstre que j'ai créé, qui a voulu, parce que je l'ai lu dans les dépositions et le dossier judiciaire, qui a voulu faire comme moi, qui s'est évidemment, qui était, je pense, de ta génération, qui était jeune, qui me suivait au départ, et puis qui au final, aujourd'hui, maintenant, a voulu faire parler de ça, donc du coup, je l'ai attaqué en justice pour des raisons et des polémiques qui ont été déclenchées de sa part à mon égard. Maintenant, je vis pas mal, il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres aujourd'hui qui sont des blogueurs sur les réseaux sociaux. Je le vis pas mal puisque ce sont des gens qui sont arrivés au moment où moi j'ai un peu arrêté tout ça parce que j'en avais un peu marre déjà, parce que j'avais gagné suffisamment d'argent et parce que ça m'intéressait plus forcément de le faire. Ensuite, après, je me suis engagé dans une ligne éditoriale beaucoup plus propre, que j'ai milité contre le cyberharcèlement et que forcément, je ne pouvais plus continuer à balancer sur les people
en militant pour le cyberharcèlement et en ayant vécu aussi ce que moi-même j'ai vécu. Hein. On aura l'occasion d'y revenir parce que tout ce système que j'ai un peu créé, de potins, de ragots, de clash, de scandales, m'est retombé dessus, puisque moi aussi, après, j'ai été victime de mon propre système finalement, puisque je me suis aussi retrouvé dans un bad buzz et lynché sur les réseaux sociaux. Mais après ça, évidemment, j'ai revu tout mon positionnement, j'ai décidé d'arrêter mon blog. Et voilà, donc aujourd'hui, je le vis pas mal. Il y a des gens qui le font, selon moi, très mal. Il y a beaucoup moins de limites que je n'en avais moi. Et voilà, mais je comprends que ça marche, puisque c'est le commun de l'être humain. On a envie de savoir, on aime le scandale et on aime l'envers du décor. Donc voilà. Alors, je vous diffuse cette planche qui fait toujours le même effet. Voilà, ça ricane en voyant Amine Morito, les bains. Donc ça, c'est l'illustration, puisqu'on va y venir. Le but pour se démarquer en tant que créateur de contenu, en tant qu'agence publicitaire, en tant que marque, si vous avez votre marque de main, que vous travaillez pour une marque, tout ça, le but, évidemment, quand on veut se démarquer, c'est de créer des concepts innovants, originaux, tout ça. Moi, pour du coup rebondir, après avoir créé mon blog consacré à l'actualité de la télé-réalité, il a fallu que je crée donc un autre concept. Je me suis dit, pour me démarquer, il faudrait que je crée un concept d'interview qui change de ce qu'on peut voir partout. C'est-à-dire que moi, personnellement, en tant que consommateur, regarder des interviews sur un fond blanc, avec quelqu'un qui est assis sur une chaise, je m'ennuie énormément. Donc je me suis dit, j'adore prendre des bains, je vais donc recevoir mes invités dans mon bain. J'ai donc lancé ce concept d'interview baignoire que vous pouvez voir donc ici sur cette capture d'écran. Donc ça, ce sont les vidéos les plus vues, enfin les baignoires les plus vues. Bon, c'est pas à jour, hein, c'est à 4-5 ans, cette capture, on va peut-être la remettre à jour, mais en tout cas, au moment où j'ai capturé du coup ma chaîne YouTube, on a donc Amine Morito qui est une interview baignoire qui a fait 8 millions de vues il y a donc 7 ans, mais en fait il y a plus parce qu'il y a 7 ans, mais la capture date d'il y a 4 ans, donc il y a plus de 10 ans. Voilà, c'est alors malheureusement, c'est entré un peu dans la pop culture cette interview, on m'en parle tous les jours. C'est, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc un garçon qui faisait le buzz sur les réseaux sociaux, très scandaleux, qui a été d'ailleurs condamné par des associations féministes parce qu'il fouettait les femmes, parce qu'il maltraitait la femme dans ses contenus. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il faisait beaucoup de buzz. Et moi, j'avais décidé en fait d'inverser la tendance, de le recevoir dans mon bain pour le fouetter à mon tour. Donc cette vidéo a énormément cartonné. Mais en fait, le concept de l'interview baignoire, donc on a celle par exemple d'Amine Morito, on a Nabila qui a fait 6 millions de vues. On a Sarah Frézou à l'époque où elle était donc en surpoids. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'elle est très mince, elle a beaucoup perdu, mais à l'époque, elle était en total surpoids et elle l'assumait totalement. C'était sa marque de fabrique. On avait Swagman aussi qui buzzait énormément, qui était un mec tatoué de la tête aux pieds, il parlait comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le concept des baignoires. En lançant ce concept des baignoires, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je me démarque et que marketingment parlant, je réfléchisse donc à mon concept. L'interview baignoire, pourquoi ça a cartonné très vite? Premièrement, parce qu'on ne va pas se cacher des choses, le rapport à la nudité, donc c'est-à-dire des beaux gosses torse nu ou des nanas comme Sarah Frézou avec des énormes nibards, appelons un chat, évidemment, ça appelle à la curiosité, ça tape à l'œil. C'est ni plus ni moins que ce que la publicité utilise aujourd'hui partout, hein. Des femmes pour des crèmes pour le corps, Nivea, tout ça, on voit souvent des femmes presque nues, Gillette, les rasoirs, tout ça, on a des beaux gosses, des fois on a des mecs torse nus dans certaines pubs. Donc voilà, moi j'ai très vite compris que tout comme la publicité, il fallait que dans mes concepts d'interview, j'ai ce côté marketing, donc l'apparence, le visu. Quand on voit la miniature YouTube directement, on a envie de cliquer, ça donne envie. Ça va être donc de créer évidemment un concept qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire d'avoir quelque chose à quoi on peut m'assimiler très vite. Les interviews baignoires, il n'y a que moi qui les fais, donc forcément, ça participe aussi à ma promotion, ça renforce ma présence et mon image de marque. Et puis, ça propose donc un format qu'on n'est pas habitué à avoir, une interview originale et créative. Troisième but de l'interview baignoire, ça va être de réfléchir aussi à un contenu qui est volontairement donc piquant, donc une continuité de mon blog, puisque le principe et le concept de ces interviews baignoires, c'était de balancer sans filtre. C'est un format qui vraiment, voilà, il n'y avait pas de langue de bois, où les gens balancent. Donc tout ça, eh bien, ça fait un univers, un format bien propre à moi. Comme je vous l'ai dit, donc de taper dans l'œil,
de faire parler du coup et de créer la polémique et le scandale avec un ton, donc comme je vous l'expliquais, volontairement outrancier, sans langue de bois avec des sujets très chocs. Le but aussi de cette stratégie en lançant mes interviews baignoires, c'est donc de fidéliser un public et de commencer à l'habituer à ma personnalité et finalement qui s'attache à moi pour fédérer toujours plus, puisque c'est sympa si les gens viennent voir l'interview parce qu'ils aiment bien la personnalité, qu'ils ont envie d'avoir des potins, mais c'est encore plus sympa si moi j'arrive à exprimer mon personnage à travers cette interview et à faire bien que les gens m'apprécient, puis me suivent aussi pour moi, et ne viennent plus uniquement pour avoir des infos, mais aussi parce qu'ils m'apprécient. Dans une époque, donc qui a plus de 10 ans, où les réseaux sociaux, encore une fois, n'existaient pas, les candidats de télé-réalité n'étaient pas assez puissants sur les réseaux pour prendre la parole sur leurs stories, d'ailleurs les stories n'existaient pas. Ma stratégie numéro 1 avec ces baignoires, ça va être de devenir donc le vecteur et le média principal des candidats de télé-réalité. C'est-à-dire qu'après une émission, quand on a mal vécu quelque chose, quand on en a gros sur la patate et qu'on a envie de clasher, eh bien on vient le faire chez moi, parce qu'on sait que c'est le format qui est adapté à ça, et parce que j'ai une audience à ce moment-là qui fait des millions de vues, et les candidats de télé-réalité n'ont pas de story, n'ont pas la possibilité de s'exprimer sur leurs réseaux sociaux, ça n'existe pas. Donc on va venir chez moi pour parler, et je m'impose donc comme étant un peu leur attaché de presse presque après les émissions, et donc leur média, leur vecteur pour leur prise de parole. Alors tout le monde n'était pas d'accord d'y venir évidemment, mais en tout cas ceux qui souhaitaient s'exprimer savaient que la porte, ou plutôt la baignoire, leur était ouverte. Donc au-delà de l'interview baignoire, j'ai aussi lancé l'interview laverie que vous avez peut-être vu tourner sur TikTok, n'est-ce pas? Scandaleuse cette interview. Marvin règle ses comptes avec Maëva dans la laverie de Jérém Star. Donc là aussi, on est sur un format très assumé, très clash, très trash, dans une laverie avec des machines à laver, où on vient laver son linge sale en public. Donc c'était un format où on règle ses comptes. Encore une fois, donc un format qui a cartonné, qui m'a permis de me démarquer, et un concept auquel on m'a directement identifié. Voilà, après, bon, il y a d'autres trucs, j'ai fait des dérivés, des pyjamas parties, des poules parties, enfin bref, tout un tas de concepts. Et également Sarah qui venait de se faire larguer après son mariage. En tout cas, c'était de l'immersion à domicile, enfin bref. Voilà, donc ça, c'est vraiment des vidéos, c'est marrant, mais c'est des vidéos, vous voyez, qui enregistrent beaucoup de millions de vues. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même plus de 10 ans, faire 8 millions de vues sur YouTube, il fallait y aller quand même, parce que c'était le départ, il y a plus de 10 ans, c'était il y a 12, 14 ans, je ne sais même plus. Voilà, aujourd'hui, c'est très dur d'ailleurs de faire des millions de vues sur YouTube. On a des gros créateurs, évidemment, qui continuent à en faire, mais tous les créateurs d'il y a 10, 15 ans, qui faisaient énormément de millions de vues, aujourd'hui, quand on fait 1 million de vues sur YouTube, c'est déjà énorme. Il y a tellement de réseaux comme TikTok, tout ça, qui ont un petit peu révolutionné le milieu, que ça devient un peu plus dur d'exploser les compteurs comme c'était le cas à l'époque. Mais à cette époque-là, évidemment, dans une ère où les réseaux sociaux n'étaient pas encore implantés comme aujourd'hui, franchement, faire 8 millions de vues, même 6 millions de vues avec Nabila dans le bain, vous imaginez, c'était bien plus que les audiences de leur émission. Les émissions, les Anges, ça faisait quoi 500 000 téléspectateurs, 600 000. Là, on est à 6 millions de vues. Donc c'était vraiment un média, voilà, un média très, très important pour eux. Vous avez vu ça un jour circuler ou pas? Il y en a qui n'ont jamais vu. Tout le monde est tombé dessus forcément un jour. Bon. Alors c'est vrai que moi j'avais arrêté les interviews baignoires pendant longtemps, pendant je dirais 6-7 ans, puisque j'avais, comme je vous l'ai expliqué, repensé mon positionnement. Pendant longtemps, j'ai des productions qui m'ont dissuadé de faire ces interviews baignoires, qui me disaient que c'était vulgaire, que j'allais me griller dans le milieu. On a beaucoup rabaissé en fait ce concept, et c'est vrai que j'avais décidé de l'arrêter parce que je voulais proposer un contenu plus propre. Et puis il n'y a pas longtemps, j'ai ce cher Nasdas qui me dit tiens, on n'a qu'à faire un bain, en rigolant. Et je me suis dit en vrai ça pourrait être drôle, ça pourrait être un épisode bonus pour fêter les 10 ans des interviews baignoires, why not? En plus je trouve ça tellement drôle que Nasdas vienne dans mon bain, c'était un peu voilà, un multivers, c'est un crossover inattendu. Ça a fait scandale parce que Nasdas a fait mon bain en pleine période de Ramadan. Donc non seulement il était, comment dire, dans le bain d'un Zemel, mais en plus de ça, en pleine période de Ramadan. Donc je ne vous cache pas, c'est très bien, ça a buzzé, mais ça a énormément fait parler. Mais de toute façon, je l'assume, c'est ce que j'ai toujours recherché dans ma carrière, provoquer de la réaction, susciter de l'engagement. Donc c'était très bien.
Nasdaq, du coup, a voulu venir dans ce bain. Bon, bah, écoutez, je m'y attendais pas. C'est quelqu'un en plus qui accorde très peu d'interviews, qui est très transparent, donc il a pu répondre à toutes mes questions et ça a énormément intéressé les gens. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je relance ce concept. Ça a cartonné, ça a fait 1 million de vues en 3 jours. Et je me suis dit, je n'ai pas à avoir honte en fait de ce concept parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un concept auquel on l'identifie. Et toutes ces boîtes de production qui en fait ont tenté de me faire taire et qui voulaient me dissuader de faire ce format, et ben, je regrette de les avoir écoutés. Et vous voyez, autant d'années après, je me dis, voilà, c'est un concept qui est fort, qui a marqué toute une génération, qui plaît, où on apprend des choses et surtout qui est ma marque de fabrique. Donc j'ai décidé voilà, de le relancer. J'en fais moins qu'à l'époque. Parce que j'avoue c'est fatigant quand même, on est très mal installé dans une baignoire et puis surtout j'ai plus envie de faire tous les candidats de télé-réalité à la chaîne, mais je choisis des profils voilà, impactants et j'en ai fait 4-5 là ces derniers mois. Donc le but c'est de relancer ces interviews baignoires et évidemment bah, c'est emblématique, les gens sont au rendez-vous et ça marche toujours autant qu'à l'époque, donc voilà, c'est vraiment génial. Finalement je trouve, et ça c'est un conseil aussi que je peux vous donner, c'est vraiment génial que vous puissiez, en tant que créateur de contenu, agence de pub, marque, avoir quelque chose à quoi on vous identifie. Est-ce que vous avez déjà pensé à prendre un bain avec des personnalités politiques? Alors c'est vrai que j'ai souvent eu cette proposition. On m'a proposé d'ailleurs de faire un bain avec Benoît Hamon il n'y a pas longtemps. Mais voilà. Alors oui, c'est vrai que ce serait hilarant de mettre les politiques dans la baignoire. Mais j'aimerais bien faire un format un peu où je mets les politiques face à leurs responsabilités, où je les mets mal à l'aise. Mais c'est très compliqué après de ne pas être assimilé à un camp ou à un autre. Moi, je suis toujours resté, comment dire, apolitique, c'est-à-dire que j'ai pas envie de parler de politique sur mes réseaux. Ça gangrène déjà les réseaux partout. Enfin, en plus, c'est pas mon rôle, j'y connais rien. C'est vrai, j'y connais vraiment rien. Donc faire un format très naïf et bébête où je pose des questions teubées que tout le monde se pose finalement, au final, je pense. Ce serait peut-être marrant, mais c'est vrai que j'ai à cœur quand même de rester dans ce que je sais faire, c'est-à-dire le divertissement. J'ai quelques engagements politiques pour la cause animale, pour le harcèlement, tout ça, oui, mais je veux surtout pas commencer à mettre les pieds là-dedans. Voilà, surtout quand je sais tout ce qu'ils font en soirée attachés en laisse, comme je vous l'expliquais, pour voilà. Donc j'avoue que j'aime pas trop parler de politique sur mes réseaux, je pense que c'est pas mon rôle, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, donc je pense pas recevoir de personnalité politique. Si je commence à interviewer quelqu'un de gauche ou de droite ou de ci ou de ça, on va penser que ci, que ça. Oh, flemme des polémiques. Et surtout, je ne maîtrise pas le sujet, donc je m'abstiens. Avec Jordan Bardella. Bah, ça ferait scandale et ça ferait évidemment parler. Il va jamais accepter. De toute façon, non mais Jordan Bardella et compagnie, il y a plein de médias qui les reçoivent, qui ont très bien compris que ça faisait le buzz. Mais non, j'ai pas forcément envie dans mon bain d'avoir des... toute extrême politique, j'ai pas envie en fait. Voilà. Voilà. Je pense qu'il faut rester à faire ce qu'on sait faire. Moi, je suis là pour faire rire les gens, les divertir. Donc, le divertissement. Voilà. Après, j'ai quand même fait des contenus politiques malgré moi, parce que j'étais chroniqueur chez Thierry Ardisson. J'ai été confronté à Raquel Garrido, par exemple, qui à l'époque était très proche de Mélenchon. C'était très drôle ce multiverse parce que du coup je lui parlais comme à une candidate de télé-réalité, les vidéos étaient lunaires, je lui faisais danser sur des chorégraphies de Britney Spears, des danses, enfin c'était très drôle, mais bon, c'est vrai que la politique c'est encore un autre domaine et voilà. Mais c'est sûr que l'image pourrait être drôle, il y a souvent des photomontages justement de personnalités politiques dans mon bain, et des fois moi-même je crois que c'est moi, c'est tellement bien fait, mais du coup non. Alors du coup, ça c'est une question qui revient souvent. Est-ce que je payais les candidats donc, pour venir dans mon bain? Alors non, je n'ai jamais payé personne, puisque comme je vous l'expliquais, pour eux c'était une manière de s'exprimer. Ils n'avaient pas de story puissante à l'époque, donc j'étais leur média principal pour parler, avec un gros impact. Ma baignoire en plus à cette époque-là, beaucoup de gens voulaient la faire parce que c'était devenu un peu un test de popularité, c'est-à-dire que les productions, pour recruter des candidats, regardaient aussi un peu mes baignoires, pour voir qui faisait le plus de buzz, quel candidat faisait le plus de millions de vues, et c'était un peu une jauge de qui est populaire. Donc évidemment, non, je n'ai jamais payé personne pour y venir, c'était donnant-donnant. Je gagnais de l'argent évidemment avec les pubs, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. À l'époque, pas grand-chose, la monétisation n'était pas la même.
Donc moi, je gagnais un peu de l'argent avec ça. Encore heureux, je ne suis pas bénévole. Hein. Et eux gagnaient de la visibilité, faisaient passer leur message et puis entretenaient leur buzz, on va dire. Là, une fois dans ma vie, pour avoir une interview exclusive, d'après vous, qui est-ce? Nabila. Eh bien non, ça n'est pas Nabila, mais c'est un rapport avec Nabila. C'est son compagnon, du coup, Thomas. Puisqu'après l'énorme affaire qu'il y avait eu voilà, judiciaire, Thomas avait accepté de m'accorder une interview exclusive. Et évidemment, Malinx le Lynx, il savait que ça valait de l'argent à l'époque. Donc il m'avait vendu cet exclu. Donc c'est la seule personne que j'ai accepté de payer pour avoir l'exclu. Je ne suis pas à l'aise avec le fait de payer des gens parce que j'estime que ça fausse tout. Et j'ai toujours eu tous mes scoops et tout sans payer. Je trouve que voilà, mais là, si vous voulez, j'ai été prêt à investir parce que je savais que ça allait aussi me permettre d'avancer dans ma carrière journalistique en ayant une exclu, que j'allais être repris par tous les médias, que j'allais pouvoir avoir d'autres interviews. Et donc, combien ai-je payé Thomas? 10 000 €. Wow. Je ne sais plus en quelle année, il y a plus de 10 ans. Hein. Donc 10 000 €, je l'assume. Voilà, ça a été payé 10 000 €. Évidemment, je n'ai pas rentabilisé ces 10 000 € parce qu'à l'époque, la monétisation de mes vidéos YouTube ne rapportait pas autant que ça peut le rapporter aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai rentabilisé en notoriété, en évolution dans mon domaine journalistique, puisque c'était assez inédit. Sans rentrer dans les détails, en plus, il était torse nu dans mon bain, donc on voyait tout. Voilà. On voyait tout ce qui s'était passé, donc il l'assumait, hein, je veux dire, voilà. Mais évidemment, vous imaginez à ce moment-là, tout le monde parle de ça, l'interview avec la trace, quoi, et puis il balance tout. C'était évidemment, c'était un peu l'interview de l'année, hein. Il y a des personnalités, des fois, évidemment, que j'interviewe, que je n'aime pas. Et il m'arrive de me retrouver dans mon bar avec des gens que je déteste même. Ça ne se ressent pas. Si, ça se ressent quand même. Parce que dans mon style toujours assumé, on comprend ce que je pense et c'est un style journalistique que j'assume. Vraiment, il y a de la prise de position et les gens comprennent quand je ne suis pas d'accord. Donc oui, je reçois quand même souvent des gens avec qui ça ne matche pas. Bon, c'est pas compliqué, si vous ne les revoyez plus dans mes stories, que je les fréquente plus, c'est que je les aime pas. Mais en gros, en fait, je refuse personne. C'est-à-dire que même quelqu'un avec qui je ne partagerai pas les idées politiques ou même quelqu'un qui est horrible, qui a commis un truc horrible, mon travail journalistique fait que je donne la parole à tout le monde. Et ensuite, je vais aller exprimer mes idées, le mettre face à des choses que je pense et qui ne me plaisent pas. Je vais dénoncer aussi à travers des interviews de gens que je fais certaines choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais c'est vrai que j'accepte tout le monde en interview et je trouve ça vraiment hyper challengeant et hyper intéressant d'interviewer des gens à l'opposé de moi ou qui sont au cœur de scandales, de polémiques, pour qu'ils puissent s'exprimer. Et puis, c'est intéressant. Donc, il n'y a pas de... Non, j'ai jamais refusé de faire une interview de qui que ce soit. Je pense que même mon pire ennemi, je pourrais l'interviewer parce qu'au contraire, je trouve que c'est intéressant. Et voilà. Puis le public, de toute façon, enfin voilà, si moi j'aime pas quelqu'un, le public va peut-être l'aimer. Donc, je suis obligé aussi d'offrir au public ce qu'ils attendent, c'est-à-dire des personnalités de tout type. Hein. Ma vie est très aléatoire. Hein. Je peux être en immersion dans le milieu du X avec Adé Laurent. Le lendemain, je peux être chez les Mormons traditionnels, chez Aneya aux USA. Le surlendemain, je peux être où chez les témoins de Jéhovah. Et puis après, je peux retourner avec Aurélie Preston qui a changé de religion. Après, je fais après, chez Nasdaq, au milieu des gitans, et puis en plein milieu d'un repas pendant le ramadan, et puis après, dans sa villa avec des cassos. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut être partout dans plein de domaines différents. Et c'est ce qui, je pense, fait aussi la diversité de mon contenu et qui fait qu'aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que j'ai... Là, par exemple, le cours qu'on fait, vous le partagez sur vos réseaux. Donc, je gagne de l'argent avec. Voilà. Mais est-ce que là, par exemple, vous êtes une marque, mais là, vous partagez la marque clairement INSEC. Mis à part les heures de cours que vous faites payer comme un intervenant / professeur, est-ce qu'ils vous payent plus pour leur faire un peu de publicité? Alors, donc non, là, je suis payé pour vous assurer des cours, donc je suis payé en tant que prof. Mais oui, j'ai d'autres contrats en parallèle avec l'INSEC où je vais être rémunéré, évidemment, pour, par exemple, quand je participe à la remise des diplômes, quand je participe, par exemple, à des actions
de communication autour de l'école, pour les nouvelles filières. Voilà, donc oui, bien sûr, tout est encadré, c'est très transparent. Voilà, bien sûr, j'ai déjà fait plusieurs fois même des apparitions événementielles avec l'école pour la remise des diplômes, où je suis apparu sur une plateforme dans la baignoire pour remettre les diplômes aux élèves. Donc tout ça, évidemment, ça fait l'objet de rémunération, mais comme dans n'importe quel milieu, c'est un travail, hein, donc oui. Par contre, non, là, je vous fais cours. Là, je ne suis pas payé pour faire la promotion de l'école. Là, je suis payé pour vous donner des cours, comme n'importe quel autre prof. Et c'est pas l'activité qui me rapporte le plus. Hein. C'est pour ça Je ne sais pas trop qui était en avance. Bon, Nabila, évidemment, pareil, sur le tas, tout comme moi, tout comme tout le monde de ce milieu, s'est rendu compte et a appris et a développé, je pense, aussi des soft skills en apprenant comment, à partir de ses bourdes et de son tempérament naturel et peut-être son manque de culture qu'elle assumait, comment, à partir de ça, elle pouvait en faire une force et le monétiser et en faire un personnage. Donc, je pense que des personnes comme Nabila ou comme même Michael Vendetta à l'époque, comme je l'expliquais tout ça, sont des personnes qui ont finalement compris le filon et qui ont réussi après à en faire un business parce que c'est générationnel, c'est dans l'air du temps. Mais voilà, bon, après on a des gens dans ce milieu extrêmement bêtes, hein, comme partout, qui n'ont jamais réussi à rebondir, qui ont de l'or entre les mains et qui ne savent pas quoi en faire. Moi, des fois, je vois des candidats qui ont vraiment du potentiel aussi en télévision, mais après, sur les réseaux sociaux, il n'y a rien qui suit, ils ne proposent rien d'intéressant, ils manient mal les outils, ils ne savent pas faire une story correcte. Donc après, voilà. On me demande souvent, est-ce que si un jour ça s'arrête pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Donc oui, bien sûr, j'ai pensé à l'après. C'est pour ça que là, je vous parle aujourd'hui de ma société de production audiovisuelle. De toute façon, si demain ça s'arrête, je ne pense pas que ça s'arrêtera parce que je pense que quand on se renouvelle, qu'on se donne les moyens et qu'on bosse, il n'y a pas de solution. Moi, c'est des nuits entières de montage vidéo, je délègue quasiment rien, je réfléchis à comment me renouveler, je suis en perpétuel mouvement. Et c'est aussi ce qu'il faut que ça vous inspire pour les campagnes que vous ferez avec des marques. Il faut toujours penser à se renouveler. Donc, je pense que ça ne s'arrêtera pas pour moi. Et en tout cas, Dieu merci, ça fait 15 ans que ça continue. Si toutefois ça s'arrêtait, j'ai suffisamment mis d'argent de côté, donc je ne suis pas dans le besoin, je peux vivre toute ma vie, même si tout s'arrête. Et puis surtout, j'ai diversifié mes sources de revenus, puisque au-delà de ma production audiovisuelle dont je vous parle et des contrats commerciaux que j'ai avec les marques, j'ai aussi investi dans l'immobilier, donc je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, et j'ai plein d'autres sociétés et d'autres business qui font que s'il y en a un qui s'arrête, il y en a un autre qui peut perdurer. Donc voilà, mais aujourd'hui, c'est compliqué que ça s'arrête. Si vous travaillez, que vous vous donnez les moyens et que vous lâchez rien, c'est de l'entretien. Plus vous allez alimenter, entretenir, être régulier dans votre travail et dans vos publications, plus ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Surtout qu'on n'avait pas il y a 10 ans, c'est l'algorithme. Aujourd'hui, avec un algorithme, n'importe qui va être régulier sur les réseaux sociaux, tout ça, va avoir son contenu qui ressort et qui est boosté. Donc, les algorithmes poussent beaucoup et peuvent permettre aussi une certaine stabilité. Mais c'est un milieu très instable aussi, parce que demain, tu perds tes réseaux sociaux, c'est arrivé à plein de gens. C'est sûr que tu n'as plus ton pouvoir. Et puis, si tu es dans un bad buzz, une polémique, tout ça, pareil, tu peux être en défaillance, quoi. Donc, ça peut très vite retomber. Mais il faut travailler après sa communication de crise et on peut toujours revenir quand on vit des choses... surtout quand elles sont injustes, évidemment, mais même quand on vit des vraies choses, qu'on a fait des erreurs, des entreprises, des marques, des fois font des gaffes, des erreurs, il existe toujours un moyen de s'en sortir en communiquant. C'est ce que vous avez eu en cours sur la communication de crise, tout ça, voilà. Non, parce que j'ai jamais eu de flop dans ma carrière, vraiment. Évidemment, il y a des choses qui ont moins bien marché que d'autres, qu'on fait 1 million au lieu d'1,5 million. Mais non, mais c'est vrai que non, j'ai pas vraiment eu de flop parce que tout ce que j'ai lancé, en fait, même si ça marchait pas forcément au début, j'ai insisté et j'ai fait perdurer. Donc évidemment, au début, mon blog ou mes interviews, ça marchait pas comme aujourd'hui. Mais en fait, la persévérance fait que ça finit quand on y croit. Et comme je vous le disais, qu'on croit en ces soft skills et qu'on va au bout et qu'on se fait confiance et qu'on va au bout de nos compétences.
n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, moi, la loi de la manifestation, de l'attraction, tout ça, je l'ai toujours hyper manifesté. J'ai tellement visualisé ma réussite, ce que je voulais réussir, ce que je voulais faire. J'ai tellement rien lâché, j'ai tellement enfoncé les portes et j'ai tellement forcé qu'il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, ça finit forcément par marcher. Donc, il n'y a pas eu d'échec à proprement parler. Franchement, non. Non. Mais en même temps, je consacre aussi l'entièreté de ma vie à mon boulot et c'est vrai que j'ai pas eu tant de vie personnelle que ça quand je fais le bilan parce que j'ai tout donné jour et nuit pour réussir en fait non-stop et ne rien lâcher. Donc encore une fois, il n'y a pas de secret hein, quand vous persévérez, quand vous êtes créatif et quand vous bossez, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. Encore faut-il identifier effectivement le bon créneau. Je me suis orienté dans un créneau porteur, people, rago, comme je vous le disais, voilà, création de contenu, tout ça. C'est sûr que si demain je m'étais lancé dans les éoliennes, ça aurait peut-être pas marché pour moi, parce que je ne maîtrise pas, mais j'ai reçu pas mal d'attaques de gens qui m'accusaient d'avoir promotionné un peu les dérapages qu'il y a eu, par exemple, dans la villa de Nasdaq. Là, par exemple, j'ai interviewé récemment aussi Benoît Chevalier, qui lui aussi a une house sur les réseaux sociaux, où il y a eu des cas de maltraitance envers une limule, donc un animal, où il y a eu des bagarres, tout ça. Moi, j'estime pas que je fais la promotion de ça. En ce moment, d'ailleurs, je suis très attaqué par des personnes qui sont dans la cause animale parce que on essaie de me discréditer en disant que je fais la promotion de gens problématiques. Donc, par exemple, comme Nasdaq ou comme Adé Laurent ou comme Benoît Chevalier, tout ça. Moi, je suis pas là pour faire de la promotion. Je suis là justement pour interviewer des gens de tout horizon. Donc, Nasdaq, il y a du bon, il y a des fois des dérapages qu'il assume lui-même. Mais ça va justement être des sujets sur lesquels je vais confronter les gens que je reçois. Donc typiquement, les trucs de violence qu'on peut voir dans les contenus des réseaux sociaux, évidemment, j'en parle et je fais réagir les gens que j'interviewe. Je participe quand même à mon niveau voilà, quand même à de la sensibilisation en prenant position. Par exemple, là, je vais sortir une interview avec Benoît Chevalier qui a filmé certaines bagarres, certaines disputes. Je lui exprime dans cette interview que ça craint, que c'est de l'illustration cassos, que c'est pas un bon exemple pour les jeunes et j'essaye toujours dans mes contenus de sensibiliser aussi. Mais c'est pas parce que je vais interviewer quelqu'un comme Adé Laurent par exemple, on est tout le temps en train de me dire oui mais tu donnes la parole à quelqu'un qui fait la promotion du X ou tu donnes la parole à des gens qui sont accusés de ci ou de ça. Moi je suis pas procureur, je suis pas juge, je donne la parole à tout le monde et les personnes s'expriment là-dessus. Mais c'est vrai que pour autant, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas dire non, cette personne, je ne la reçois pas. Même si demain, j'avais un tueur en série qui voulait faire une interview avec moi, je vais faire cette interview. Et je ne suis pas responsable de ce que font les gens. Et je n'en fais pas la promotion. Je fais la promotion de mon interview, c'est différent. Nasdaq, après, il y a beaucoup de gens aussi qui le critiquent, il est très décrié. Mais il faut quand même aussi comprendre dans quelle époque on vit. Et faire aussi en fonction des gens qui sont dans ce paysage, puis partie de ce milieu qui est extrêmement influent et avec qui on est aussi obligé on est obligé de s'intéresser aux retombées, à tout ce qui génère, parce que c'est un véritable phénomène de société, c'est très intéressant à analyser. Et pour l'avoir rencontré d'ailleurs personnellement, les traits sont quand même très grossis sur les réseaux sociaux. Moi, en vrai, j'ai été extrêmement surpris. Et d'ailleurs, de tous mes tournages ces 15 dernières années, ça a été ma plus grosse surprise et le meilleur tournage que j'ai fait. Enfin, j'ai vraiment découvert quelqu'un qui, au-delà des polémiques et des scandales, avait le cœur sur la main, aidait énormément de gens, et ça, c'est pas filmé. Il paye tout à tout le monde dans les quartiers, il répare les problèmes d'infiltration d'eau des gens dans le besoin, il va aller donner de l'argent à des gens pour leur acheter une voiture, les gens dans la rue, enfin, tout ça, il aide tout le monde. Et ça, c'est vrai que le côté, on va dire, caritatif, il ressort moins sur les réseaux. Les dramas, les scandales, il les met lui-même en scène, il en parle. Quand je suis allé ce jour-là, il y avait une bagarre dans la maison. Ça n'a pas été caché, on en a parlé. Il s'y oppose, il est contre ça. Et voilà, donc c'est assez intéressant en tout cas comme immersion. Et je suis obligé de composer avec ces acteurs d'aujourd'hui qui font qu'ils existent dans le paysage Internet, dans le paysage des réseaux sociaux. Et ils comptent. Nasdaq, aujourd'hui, je peux vous garantir que un placement de produit, ça vaut très très cher et que surtout, Nasdaq a le pouvoir de faire percer les gens et de faire réussir une entreprise. Quand vous voyez toutes les personnes qui sont dans la villa de Nasdaq, on peut considérer que ce sont pour certains des cassos ou quoi, mais finalement, est-ce que c'est pas bien de donner la chance à des gens issus de milieux défavorisés qui se sont sortis de la drogue, de la prostitution, plutôt que ce soit toujours les mêmes classes sociales privilégiées qui réussissent? Je trouve que c'est pas si mal, voilà, ils poussent les jeunes à réussir
Et je trouve que vraiment, il fait pas mal de choses bien aussi dont on parle pas assez. Donc là, on va faire un TikTok avec l'une de mes élèves Oui. à la pause. Tu vas pas, non, prendre une pause, tu restes ici. Non, je reste ici parce que c'est très important l'outfit of the day là. Ah, d'accord, donc je dois faire l'outfit of the day du professeur, c'est ça? Exactement. Génial. Bon, et bah écoute, je te laisse, vas-y, faire ton TikTok. Bien sûr. Alors donc les guys, outfit of the day avec mon professeur de marketing. Donc on commence. Alors, bon, d'accord. Donc c'est quelque chose d'assez soft. J'aime bien parce qu'on est un peu, enfin pas assorti, mais... On est presque matchy-matchy. Voilà, exactement. C'est vrai. C'est quelque chose de basique, jean, t-shirt, veste, un peu de couleur, voilà. D'accord. Et les hugs, bien évidemment, la base, pour vous. Eh bien, moi, elle me vous voit, c'est drôle. Alors, votre professeur de marketing digital aujourd'hui est habillé en... eh bien, je sais même pas en quoi. C'est quoi ça là? Il y a une étiquette, non? Peut-être. C'est H&M. H&M, voilà, parce que vous apprendrez que votre professeur est quelqu'un de très simple, malgré ses revenus. Il s'habille absolument pas en marque. Moi, j'aime la simplicité. Donc H&M, 20 balles. Voilà, ça, on me l'a offert. Quelle est la marque? Je vous dis ça tout de suite. Uniqlo. Uniqlo. On adore Uniqlo. Ouais. Hein, il y a des bons basiques. Bon rapport qualité-prix. Ça, c'est quoi? Je me permets, hein. Oui, permettez-vous. Alors, H&M aussi. H&M aussi. Et puis ça, c'est une paire de, je crois, New Balance. Ouais. Voilà, donc petit outfit of the day. J'ai d'ailleurs, c'est très drôle, un élève aujourd'hui qui est habillé comme moi. Ah oui, c'est vrai. Il a le même t-shirt. Il est en pause. Il est en pause. Il est en pause. Ouais. Voilà, mais vous voyez, je suis assez simple. Ouais. Voilà. Est-ce que vous aimez surtout vos cours? Bien sûr. Ah, j'espère. Est-ce que vous apprenez des choses? Oui. Bon, Voilà. super. Voilà. Non mais je hurle. C'est la pause là, donc on reprend dans 10 minutes. Vous savez, comme j'ai des tocs, tout ça, il a fallu que j'aille aux toilettes pousser quelques cris parce que ça me manquait trop malheureusement. Et bon, Lola, on va pas faire la outfit of the day maintenant de la gosse. La gosse. La gosse. Elle est où ta Big Daron? Oui, je hurle, je sais. Là, je peux pas hurler en cours, donc je me rattrape au WC, je pousse des hurlements en toilette de l'INSEC, parce que je peux pas le faire évidemment en classe, sinon les élèves me prendraient pour un taré. Voilà. J'adore les citations qu'il y a dans les couloirs de l'INSEC. Demander à l'IA de faire ton devoir, c'est comme demander à quelqu'un d'aller à la salle de sport à ta place. À la fin, c'est lui qui aura les muscles. L'IA est un outil merveilleux pour ceux qui pourraient s'en passer. Malheureusement, ce ne sont pas eux qui l'utilisent le plus. Demander à l'IA de penser à ta place, c'est comme demander à une calculatrice d'écrire un poème. Mais je suis très d'accord avec toutes ces citations sur l'IA. Si une IA s'appelle copilote et pas pilote, c'est sans doute pour que tu ne lui laisses pas le volant. L'IA écrit comme un politique en campagne, beaucoup de mots, peu de substance et une étrange tendance à inventer des faits. Non mais c'est hilarant. Attendez, je vous les lis toutes là, les pancartes, c'est trop drôle. L'IA est comme ceux qui la glorifient. Elle excelle dans l'art du mensonge pour masquer le fait qu'elle ne comprend strictement rien à ce qu'elle raconte. Il y en a un paquet, hein, oh là là. L'IA, c'est faire semblant d'être intelligente. Tout le monde n'a pas ce luxe. L'IA, c'est comme un orgasme simulé par quelqu'un qui n'en a jamais eu. Putain, bah, l'IA te donne l'impression d'être un génie jusqu'à ce qu'elle invente une référence, une citation que tu vas utiliser dans ton devoir. L'IA est capable de beaucoup de choses, mais pas de réfléchir à ta place. Ah mais non, mais ça, on l'a déjà vu, je crois. Ah oui, c'est ça, la salle de sport, les muscles. Ah, l'IA, c'est un enfant qui a entre les mains toutes les connaissances du monde, mais qui ne sait pas planter un clou. Si t'es con, l'IA ne te rendra pas plus intelligent. Voilà, c'est une bonne conclusion. On en pense quoi de l'IA ici? Eh bien, t'es con. Regardez comment manger équilibré grâce à Madame la directrice et son bras droit, qui nous ont ramené des petites, c'est vrai, des petits repas du traiteur. On est trop bien ici. Voilà, il faut que je boive parce que j'ai parlé, mais alors non-stop quoi. Ouais, il faut que je boive. Mais c'est à crever de rire. J'ai carrément cours cet après-midi dans l'immeuble Pollux. La gosse et sa mère. Bon, allez, on va aller se mettre dans une salle parce que cet après-midi, je vais faire gagner de l'argent à mes élèves. Ah oui, vous vous dites, c'est quoi encore cette histoire? Regardez-la, celle-là, là. Oui, je vais m'isoler ici pendant que vous finissez de travailler sur vos évaluations. Et je vais faire gagner donc de l'argent, je vais vous expliquer, à certains étudiants. Mais tu sais pas encore comment, toi? Non, mais au moins cette fois, je vais pas avoir besoin de voler un colis Vinted. Comment ça? Bah, la dernière fois, dernier cours, vous m'aviez donné un carton pour un petit colis. Ah, je te jure, je t'avais donné un carton. Oh, c'est vrai.
Aujourd'hui, je vais faire découvrir à mes élèves Wizbee. C'est un simulateur d'aide financière, c'est 100% gratuit et ça permet de faire le point sur votre situation pour voir si vous avez le droit à des aides. Bah oui, tant qu'à faire. On est dans un pays qui fournit plein d'aides, alors autant en profiter. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et on va découvrir avec mes élèves ce à quoi ils ont le droit en fonction de leur profil. Sur Wizbee, il y a 500 aides nationales et régionales et c'est d'ailleurs pour tout type de profil. C'est-à-dire que vous soyez jeune maman solo, étudiant ou jeune actif au SMIC, vous avez forcément le droit à des aides. Donc n'hésitez pas à faire la simulation. Je le répète, c'est 100% gratuit et en moyenne, il faut savoir qu'un utilisateur sur Wizbee va générer dans la moyenne environ 2500 € d'aide par an. Donc c'est pas rien. Vous pouvez accéder à Wizbee directement depuis votre téléphone. C'est super simple aussi, soit l'ordi, soit le téléphone. Et vous allez voir, c'est très facile. Vous découvrez donc le montant de vos aides. Vous n'êtes pas seul pour effectuer vos démarches parce qu'il y a un accompagnement jusqu'à réception des aides. Ça, c'est vraiment bien. C'est des gens hyper sympas, hyper pro au téléphone. Et ensuite, vous recevez donc vos aides financières. Vous voyez, il y a plein de médias qui parlent de Wizbee. Il y a donc Europe 1, Studirama. On a aussi BFM TV. Et c'est vrai que c'est dommage de passer à côté d'aides si vous en avez besoin. Donc pour ça, les seuls critères en fait qui sont nécessaires, c'est de résider en France et d'être majeur. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très bien de le dire, 40% des aides financières ne sont pas réclamées. C'est dramatique quand on sait qu'on a la chance, c'est vrai, de vivre en France et de pouvoir bénéficier pour les jeunes, pour les mamans solo, comme je le disais, pour les étudiants, tout ça d'aide. Pourquoi ne pas en profiter ? Sur Wizbee, vous pouvez notamment bénéficier d'aides pour les salariés, des aides au logement, des aides à la santé ou encore des aides pour les études. Il y a juste à cliquer donc sur découvrir mes aides. Vous faites votre simulation. Comme je vous l'ai dit, on va pas vous demander d'argent. C'est un service qui est gratuit pour découvrir ce à quoi vous êtes éligible et en profiter. Donc ne laissez pas passer ça. Aujourd'hui, je vais vous faire gagner de l'argent. Alors vous vous demandez comment. Est-ce que vous connaissez Wizbee ? C'est un simulateur d'aide financière parce que je suis sûr que vous êtes éligible à des aides financières dont vous n'êtes même pas au courant en tant qu'étudiant, je ne sais pas s'il y a des jeunes mamans solo ou des jeunes actifs par exemple qui sont au SMIC, c'est ce que j'expliquais. Il y a 40% des gens aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils ont le droit à des aides et qui n'ont jamais été voir ce à quoi ils ont le droit. Donc on va faire votre simulation et on va voir en fonction de votre profil ce à quoi vous avez le droit. Alors, connectez-vous toutes sur Wizbee et on va voir qui parmi vous remporte le plus gros montant. Non mais c'est réel, vous allez voir, je suis sûr, vous allez être hyper surpris. Vous pouvez remplir, regardez en ligne votre questionnaire directement en seulement 5 minutes. C'est assez rapide, donc vous remplissez absolument tout au sujet de votre profil. Et ça va générer après toutes les aides auxquelles vous avez le droit. Vous voyez, c'est hyper bien conçu, c'est très ergonomique. Non mais en vrai, c'est très clair, je trouve, c'est bien conçu. Que ce soit donc sur l'ordinateur, sur la tablette, Wizbee est aussi accessible sur le téléphone, vous voyez. Donc tous mes étudiants là sont en train de faire leur simulation et de voir. En tout cas, merci parce que c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on ne dit jamais non à un peu d'argent pour arrondir les fins de mois. Et c'est vrai qu'il y a plein d'aides qu'on ne connaît pas. Donc c'est cool de pouvoir les découvrir. J'ai hâte que tu ailles au bout de ton questionnaire pour voir combien tu vas toucher. Je vais être riche. On va voir. Mais c'est vrai que non, c'est sympa. Autant en profiter en vrai. Franchement, c'est un bon plan de fou. C'est vraiment un bon plan. Et en plus, on trouve tout sur la même plateforme. Je trouve ça hyper pratique. Franchement, n'hésitez pas à regarder. Tout est centralisé. Ouais. Non, mais c'est vrai. Toi, t'as bien compris. Je crois que ça y est, t'arrives au bout du questionnaire. On attend, on laisse le suspense. Qui touche quoi? Combien? Mesdames et messieurs, elle touche... Ah, toi, t'es éligible à 2479 par an? Ça fait un voyage aux Bahamas. Non, mais c'est pas mal, en vrai. Vraiment bien, franchement. T'es à combien, toi, ma belle? 265 € par an. Oula! Ouais, Dunkerque. Un peu moins. Là, c'est Bahamas, ici, c'est Dunkerque. Mais non, mais en vrai, c'est toujours ça à prendre, Oui, bien sûr, bien sûr. On va en profiter. Je peux voir? Je vais voir. Regardez. Ah oui, donc voilà, vous êtes éligible à 4 aides pour un montant jusqu'à 265 € par an. Trop bien.
Donc pendant que tout le monde est en train de regarder là à combien ils ont le droit, les puces, je voulais aussi vous rajouter cette petite info qui n'est pas des moindres. Vous avez également un accompagnement téléphonique avec des conseillers experts qui sont basés en France pour vous expliquer comment ça fonctionne jusqu'au moment où vous allez toucher en fait vos aides. Il y a un très très bon encadrement et au moins ça vous évite de vous prendre la tête et que ce soit trop anxiogène, vous savez, en termes de démarches administratives. Il vous explique tout. Et là du coup, donc on a cette jeune fille qui a presque 2500 € presque. C'est vraiment pas mal. On va juste aller voir donc maintenant les autres. Toi c'est bon, du coup tu vas à Dunkerque. En fait, ce qui est vachement bien, vous voyez, c'est que il y a plein d'allocations, donc notamment pour les adultes handicapés. Il y a des revenus jeunes actifs, il y a les aides au logement. Vous avez le contrat aussi d'engagement jeune. Il y a tout ce qui est l'aide à la création donc d'une entreprise. Vous avez aussi des aides pour les 18-25 ans pour partir en vacances, c'est génial. Des chèques également énergie, des bonus réparation. C'est très très complet, hein, comme je vous dis, bien au-delà de l'aide au logement ou quoi, il y a aussi plein de choses pour la vie de tous les jours. Et je trouve ça génial, les aides pour partir en vacances là pour les 18-25 ans. Victoria, tu es éligible, attention, à 3165 € par an. Franchement, c'est cool, hein. Donc, tu as des aides au logement, tu as aide au carburant pour les grands rouleurs. J'ai hurle. Bonus respiration. Non, mais c'est bien. 3165 € par an. Bah franchement, je te jure, hein, réclame-les. Tu peux avoir d'ailleurs, comme je l'expliquais, hein, quelqu'un qui va t'aider au téléphone pour percevoir ces aides et t'expliquer voilà comment ça se passe par la suite pour éviter que tu te perdes dans toute la phobie administrative. Bon, bah, trop bien. Allez, go réserver vos billets d'avion, go partir en vacances, go profiter finalement de ces aides que la France nous offre, parce que c'est vrai qu'on crache souvent sur la France, tout ça, gna gna gna. On a quand même de la chance d'avoir un pays, c'est vrai, hein, qui aide les jeunes, qui aide, comme je le disais, les mamans solo, les jeunes actifs aussi qui touchent le SMIC, tout ça. En fait, peu importe votre profil, il faut que vous fassiez la simulation pour voir ce à quoi vous avez le droit, même si c'est que 200 €, prenons. Vous voyez, comme on le disait, elle part à Dunkerque, ça y est, avec ses 200 €. Bah non, mais en vrai, c'est un billet de train, franchement, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, vraiment. Et sur Trustpilot, Wizbee est noté 4,7 sur 5, donc excellent. Vous voyez, il y a des très 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 bons retours. Et regardez justement ce qu'en disent les utilisateurs. Wizbee est incroyablement pratique pour découvrir toutes les aides concernées sur le droit lorsqu'ils n'ont pas forcément les moyens pour vivre ou se faire plaisir. On a Laura aussi qui dit Wizbee l'outil idéal pour identifier toutes les aides financières auxquelles on a le droit, surtout quand le budget est serré. Et on a Corentin, belle application pour les jeunes qui n'ont pas forcément de gros revenus. Voilà, je vous mets le lien vers les avis Trustpilot si vous voulez en savoir plus. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Jérém Star, donc professeur à l'INSEC MSI. Oui. Mais aujourd'hui interviewé dans un podcast pour Amnes Éducation sur évidemment son sujet préféré, peut-être celui des réseaux sociaux, de l'image. Sur Internet, des étudiants qui scrollent, de cette génération Z qui regarde les choses de façon extrêmement différente. Hello Jérém Star, bienvenue dans ce podcast. Bah écoute, merci, c'est cool. Je savais pas que l'INSEC avait un podcast. Et donc oui, on partagera ça dès que ça sort. dès que ça sort, à peu près au mois de septembre. Trop bien. En effet, c'est une nouveauté, Amnes Éducation. Super. Yes. Comment vas-tu? Eh bah super, on se tutoie du coup? Ben, on se tutoie bien sûr. Hein, Je on se tutoie connaît. la directrice. On se connaît. Alors, sur ce podcast, donc tu connais un peu le principe, je te pose des questions auxquelles on peut tous les deux réagir en fonction de ce que tu as envie de nous dire, donc sens-toi libre. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, on a l'impression que toi, tu as quand même compris avant tout le monde ce qu'était la notion d'image et bien sûr ce que sont les réseaux sociaux. L'image, l'attention qu'on peut porter avec les réseaux sociaux. Ce que j'aimerais savoir, alors d'abord tu les rencontres, nos étudiants, puisque tu es prof, mais en même temps tu les vois évidemment dans la vraie vie. Quand tu rencontres cette génération, qu'est-ce qui te frappe le plus dans leur façon de maîtriser, de jouer avec les réseaux sociaux et avec leur image? Et puis, alors qu'est-ce qui te frappe le plus? Et puis peut-être, si c'est le cas, qu'est-ce qui t'inquiète peut-être le plus? Alors ce qui me frappe le plus, c'est de voir qu'on a des générations aujourd'hui qui sont extrêmement créatives. Je sais que moi, j'ai appris un petit peu sur le tas parce que c'est mon domaine et mon métier à faire du montage vidéo. Mais aujourd'hui, je le vois, ils savent tous monter des vidéos. Ils sont tous hyper à l'aise avec la caméra. D'ailleurs, on a quasi tous les étudiants qui sont sur TikTok et qui ont un compte TikTok. Mais tous maîtrisent les techniques de montage et ont une créativité digitale.
c'est vraiment plus que jamais hein, la génération des écrans. Alors, ça peut être un danger parce que trop d'élèves sur des écrans pendant les cours, c'est parfois pénible. Moi, c'est souvent ce que je dis. Je suis très surpris de voir voilà, cette nouvelle génération, à quel point elle a compris les codes des réseaux sociaux, la communication digitale, et à quel point ils sont dégourdis et ils savent un peu tout faire, quoi, que ce soit du sous-titrage, de l'editing vidéo, du montage, la créativité, se mettre en scène. En revanche, ce qui me fait un peu peur, c'est l'omniprésence de l'IA. Alors moi, l'IA, Ah oui, ça te fait un peu peur. Ah, mais alors, qu'est-ce qui te fait un peu peur dans leur façon de l'utiliser? ils se reposent beaucoup trop sur ça. D'accord. Je trouve que vraiment, ils se reposent beaucoup trop sur de l'IA. Des fois, je vois des élèves qui vont demander à l'IA vraiment de rédiger un courrier ou quelque chose à leur place. Et je trouve que c'est bien en termes de productivité, l'IA, pour gagner du temps sur de la mise en page, sur l'analyse de documents, tout ça. Mais j'ai un peu peur quand même que sur du long terme, ça assiste un peu trop les gens et qu'on perde justement toute cette créativité qu'on peut avoir en dehors de l'IA. Je trouve que l'IA, c'est pas tant au point que ça. Hein. Aujourd'hui, les chats GPT et compagnie, ça raconte encore beaucoup de conneries. Hein. Mais alors, pour revenir sur le concept d'attention, pour toi, l'IA, c'est peut-être ce qui peut être un danger dans l'attention que les étudiants peuvent avoir, par exemple, dans ta classe? Non, pas de l'attention, parce que franchement, j'ai de la chance d'avoir des élèves qui écoutent bien et vraiment qui sont hyper intéressés, hyper vifs. Mais l'IA peut être un danger sur le fait tout simplement de se contenter du minimum. Voilà. Ce qu'on appelle la paresse cognitive aujourd'hui dans les médias. Toi, tu le Ouais. ressens Ouais. dans tes cours ou même dans la vie d'une façon générale. Ouais, et puis moi je suis nostalgique de cette époque où on faisait des shootings photos ou des tournages vidéo avec des vrais éléments de décor. Maintenant, les photographes, quand je les entends dire, ils se déplacent même plus parce qu'avec l'IA, ils peuvent intégrer un fond derrière ou quoi. Alors oui, on gagne du temps, c'est sûr, mais du coup, je trouve que c'est moins satisfaisant, on est moins fiers. Et puis l'IA, je trouve que ça peut être dangereux, on va perdre vraiment beaucoup de métiers créatifs. Et je me suis formé sur le tas parce que pas le choix, on n'avait pas ces outils-là. Ouais. Je dirais que j'ai 100 ans. Oui, tout à fait. Mais je suis un peu en décalage avec l'IA, j'avoue que c'est pas mon truc favori, même si évidemment je l'utilise Ouais. pour Oui. des fois faire des visuels où mon graphiste n'est pas dispo, j'ai besoin d'un visuel clair et précis. Bam, je vais l'utiliser. Ok. Alors, autre point, toujours sur cette génération Z, on dit souvent qu'elle se met en permanence en scène. Elle se montre, on les voit, hein, ces jeunes devant n'importe quel monument, dans n'importe quel endroit, en train de se prendre en photo. On a l'impression, et c'est ce qu'on dit, c'est qu'elle confond un peu sa vie et son feed, hein, son flux d'informations permanent, qu'elle ne sait plus vivre un moment sans se filmer et se mettre en scène. Toi qui as vécu de l'intérieur dans la télé-réalité, c'est le mélange un peu de cette mécanique de l'image, est-ce que tu te reconnais dans ce portrait? Est-ce que tu penses que c'est quand même plutôt une caricature de se dire les jeunes ils pensent à se mettre en scène? Est-ce que toi qui te mets en scène beaucoup parce que c'est ton métier, est-ce que tu penses que c'est une caricature, c'est quelque chose qui n'est pas la vraie vie, ou il y a autre chose au fond que nous, les générations précédentes, on n'est pas forcément capable de comprendre? C'est sûr que les générations actuelles vivent énormément leur vie à travers leur écran et à travers surtout la représentation qu'ils ont envie d'en faire en la diffusant. Et effectivement, c'est très fake, hein. Je le répète, moi, H24 aux jeunes, la vie que vous voyez des influenceurs ou même d'autres personnes n'est pas forcément la vraie vie sur les réseaux. Elle est enjolivée et c'est vrai que c'est quand même dommage et c'est important de prendre par moment le temps de couper son téléphone, de le ranger, de vivre l'instant sans aucun écran, chose que je m'autorise à faire. Hein. Ah oui, tiens. Oui, là... oui. Mais moi, c'est encore différent. Parce que moi, pour le coup, je filme l'intégralité de ma vie jusqu'à mes toilettes, presque. C'est le concept, hein, c'est que c'est une télé-réalité presque immersive, ma vie. Les gens sont habitués à la suivre et j'aime beaucoup la partager. Mais souvent, on me dit, oui, c'est dommage de ne pas vivre les moments réellement. Mais en fait, je les vis réellement parce que quand je fais ma story, ça va être ni plus ni moins qu'une extension de mon bras, mon téléphone. Mais je suis jamais comme ça. Je le mets et puis je filme tout ce qui est en train de se passer, mais je vis, je profite quand je voyage, quand je vis un moment intense, quand je vis des émotions, que je me filme en train de pleurer. Je suis réellement en train de pleurer parce que je vis quelque chose. Donc en fait, je prends du recul avec mon écran et je me filme, mais comme si c'était un caméraman. Il est toujours l'écran là. Je suis pas toujours comme ça. Et voilà, et je fais ma vie. Donc j'arrive vraiment à profiter. Et je crois d'ailleurs que même le fait
le mettre en image et l'immortaliser me fait encore plus en prendre conscience et encore plus savourer ce que je vis. Évidemment, enfin moi étant TDAH où j'ai une attention proche du néant, déjà je décroche en 2-2, mais alors je peux comprendre que si on me fout en classe avec mon téléphone et un ordinateur, en 2-2 je décroche. Je pense vraiment, hein, pour avoir une attention totale des élèves en cours, qu'il faudrait supprimer les ordinateurs et les téléphones et revenir comme à l'époque. Moi je prenais mes notes sur des feuilles avec des crayons, j'avais ma petite trousse et là tu es obligé. Et je vais te dire même le fait de l'écrire vraiment à la main, tout ça, et il y a une mémoire instantanée qui se crée. Ce qui n'est plus trop le cas avec les écrans qui abrutissent plus qu'autre chose et vont fatiguer la pupille. C'est prouvé d'ailleurs au niveau scientifique qu'effectivement l'écriture permet une mémorisation au niveau du cerveau qui est quand même plus importante. Ah oui. Donc retour à l'écriture, oui. au manuscrit, c'est rigolo pour je sais. venant de toi, mais justement c'est d'autant plus intéressant que tu aies cette prise de conscience des jeunes quand tu les regardes faire. Parce que moi, dans mon milieu, les interviews, quand je vois tous les journalistes, ils sont tous sur leur iPad, machin. Moi, j'ai encore mes fiches Bristol et j'écris avec mon crayon, mais j'adore. Voilà, le papier, l'écriture. Mais c'est vrai que oui, c'est surprenant de voir énormément d'élèves dans une salle de cours avec des ordinateurs, des téléphones, parce qu'on ne va pas se cacher les choses. Évidemment qu'il y en a qui profitent pour répondre à des messages, il y en a qui font d'autres choses. Et oui, ça c'est certain qu'on perd de l'attention. Ça, c'est clair et net. Il faudrait autoriser peut-être 1 heure dans le cours à utiliser les ordis si toutefois il y a un travail à faire en ligne. Mais sinon, moi, je reste persuadé que malheureusement, la présence de ces outils digitaux nuisent à l'apprentissage. C'est sûr, c'est sûr. On est assez d'accord. Alors, j'aimerais... Jérém Star, si tu devais donner une règle pour rester soi-même quand des millions de gens te regardent, une règle que tu aurais aimé connaître à mon âge, ce serait laquelle? Bonjour Milo. On est gaga, hein. On dirait un petit animal, hein. C'est drôle. Alors, une règle, oh là là, en fait, ne pas tricher, être vraiment très honnête. Je pense que la sincérité, c'est ce qui plaît le plus aux gens. Les gens ressentent à travers le contenu et les vidéos, l'honnêteté et surtout ne pas avoir peur d'être sincère, franc, mais également de se montrer imparfait. C'est-à-dire dans ses erreurs, dans son apprentissage. Moi, je sais que tout ce que je diffuse sur mes réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses où j'avoue en fait des erreurs et je pense que le fait d'être en phase avec une authenticité et une totale sincérité, ça va être hyper important pour que de l'autre côté on puisse percevoir ça et c'est ce qui fait aujourd'hui que certains influenceurs, par exemple, sont plus performants, plus influents que d'autres parce qu'il y a cette profonde sincérité. Donc ne pas trop jouer un rôle non plus et ne pas avoir peur de se montrer même avec ses faiblesses. Ok, jouer. Franchement, entre toi et moi, une IA, qui raconte la meilleure histoire? Et pourquoi tu crois que les humains vont continuer à avoir besoin d'autres humains pour ça? Ah bah non, là je suis pas d'accord. Hein. Moi déjà que je supporte plus dans les supermarchés, les caisses automatiques, j'ai envie d'avoir des humains en face de moi. Je pense que c'est quand même encore important, non, d'avoir des vrais humains. Je pense qu'on peut pas tout remplacer par l'IA. Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, les avancées seront incroyables, mais moi je vois encore les limites de l'IA aujourd'hui et je suis pas d'accord pour dire que ça remplace totalement l'humain et j'espère que ça n'arrivera jamais quand même, surtout pour gagner en productivité ou pour permettre de nous décharger sur certaines choses afin d'être plus créatifs et de mener à bien plus de projets, ok, mais remplacer les interactions sociales par de l'IA, des robots, tout ça, non, j'espère que ça n'arrivera jamais. Bon, quand même, tu n'en veux pas à Milo de s'être jointe à nous ah si pour cette petite non, Milo, question. ça suffit maintenant. Non, mais ça va, les choupis. Elle est choupie. Et en plus, je crois que c'est l'un de vos étudiants qui a développé... Tout à fait. Ce sont des étudiants de notre école d'ingénieurs, le CE, qui ont inventé ce petit robot pour aider leurs camarades. C'est dingue. C'est super, hein? Ouais, c'est rigolo. Comme punaise. quoi, l'IA a aussi quand même des aspects super positifs. Et puis, c'est quand même fascinant de voir l'évolution du monde dans lequel on vit. Moi, j'hallucine toujours, évidemment, en voyant les avancées de l'IA. Il y a des trucs qui sont bluffants. Mais c'est vrai que ça peut être aussi inquiétant pour l'avenir parce que je pense que l'humain, il faut qu'on y reste connecté quand même. Hein. On est d'accord.
On remercie Milo. Milo, on te libère pour continuer notre Tu vois, là, t'as l'air bien podcast. con à parler à quelqu'un qui n'existe pas. Non, mais c'est drôle. Je pense que vous pouvez l'enlever du coup. Hein. Ouais. Oh, ça s'est très bien passé. Les élèves sont très curieux, très intéressés par ce que je leur raconte. Bon, évidemment, tous me connaissent, donc c'est sympa aussi parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. Et puis pour eux, je pense que c'est aussi un peu l'événement d'avoir Jérém Star en tant que prof à l'école. Du coup, c'est vrai que tout ça, c'est très marrant. Et ça va faire ma 5e rentrée scolaire là en septembre. Ouais. Donc c'est fou, ça fait déjà 5 ans. Ça fait déjà 5 ans. Ouais. Et chaque année, j'ai 2 classes. Ouais. Donc j'ai eu une dizaine de classes. Et bah ouais, c'est super, je trouve, de transmettre un peu mon parcours. Je prends du plaisir à le faire. Ça te permet de prendre un peu de recul sur ton activité, de te regarder de façon différente? Ouais. Bah, ça me permet de conscientiser ce que j'ai accompli aussi. Parce que du coup, je suis en train de l'expliquer. Et des fois, pendant mes cours, je me dis, oh, bah ouais, c'est vrai que j'ai fait ça. Putain, c'est dingue quand même. Je m'en souvenais plus. Mais non, c'est super. Et je trouve que je m'en sors pas mal au final. J'avais peur, mais je suis de plus en plus à l'aise. Enfin, c'est super. Et comment toi, tu as, enfin si tu le fais peut-être, mais comment tu as envie de leur répondre? Quels conseils tu leur donnes par rapport à ce qu'ils font pendant leurs études, ce qu'ils apprennent et ce qu'ils seraient capables de faire par rapport à ta propre activité? Comment tu leur parles de ça? Alors, je commence toujours mes cours en leur expliquant que je ne vais pas leur apprendre à devenir influenceur, mais plutôt à booster leur créativité, qu'ils soient influenceurs ou même au sein d'une agence de communication, ou même qu'ils montent leur marque et qu'ils aient besoin d'en assurer la promotion, qu'ils soient entrepreneurs, enfin à tout niveau. J'essaye surtout de leur montrer qu'il faut se démarquer, créer des concepts et à travers des exemples de mon parcours, j'essaye de les inspirer. Mais je leur dis souvent, être influenceur ou être connu, pour ceux qui voudraient peut-être l'être à n'importe quel prix, sans avoir vraiment d'idée ou de concept derrière, ça sert à rien. Parce que pour pouvoir durer dans le temps, ça reste ni plus ni moins que de la communication digitale. Et il faut bosser, il faut se renouveler, il faut être force de créativité, de proposition. Donc je les booste vachement là-dessus. Et je les encourage aussi à entreprendre. Hein. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas mieux que d'entreprendre pour soi-même plutôt que pour une boîte. C'est encore plus flatteur, valorisant. Donc je les pousse vraiment à se lancer. Et surtout, je leur fais énormément s'appuyer sur leurs soft skills, sur leurs compétences émotionnelles, leur intelligence émotionnelle. Et à travers mon parcours, je leur explique que tout ce que je vis aujourd'hui et tout mon parcours, au départ, je n'y étais pas prédisposé. Et que j'ai appris sur le tas et que je suis devenu malgré moi un journaliste, un entrepreneur, un monteur vidéo, plein de choses en fait. Et ça, il faut qu'ils prennent confiance en eux. Alors souvent je leur dis, pour l'instant vous êtes peut-être dans une entreprise où vous êtes au département communication, mais si ça se trouve demain, vous serez surpris de voir que vous pouvez lancer la vôtre et que vous pouvez vous faire confiance et que vraiment vos soft skills vont vous permettre d'accomplir beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginez et pas forcément dans la direction bien précise que vous pensiez peut-être. Un peu là, à gauche, à droite. Mais il faut se faire confiance et croire en soi. Voilà. Justement, on parle d'entrepreneuriat et de plus en plus, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que les jeunes sont de plus en plus entrepreneurs. Et en fait, comment ils font? Ils ne salarient personne. Ils se débrouillent avec de l'IA qui va tout calibrer, tout créer aux petits oignons. On en a parlé, tout est possible. Toi, dans ta vision, parce que tu es encore jeune, très jeune, tu as encore une longue carrière devant toi. Tu parlais tout à l'heure de l'IA qui te pose problème par rapport au fait que les êtres humains sont importants. Tu es plutôt optimiste là-dessus ou tu te dis que de toute façon, c'est effectivement ce qui risque d'arriver et que c'est bien ou pas bien pour nos étudiants? Moi, j'espère qu'il y aura encore des humains et qu'on ne remplacera pas les rapports humains que par de l'IA ou des robots, tout ça. Je pense qu'il faut un juste équilibre des deux. Et encore une fois, si c'est pour gagner en productivité et nous libérer du temps pour être plus performants sur d'autres domaines, c'est super. Mais je pense que l'humain est très important dans n'importe quel métier. Les rencontres, les interactions sociales qu'on va avoir avec des vrais humains, je pense que c'est irremplaçable. Absolument irremplaçable. Et nous sommes en route pour le concert de David Guetta. Ça n'arrête plus. La gosse donc a bien écouté tous les cours de professeur Rémi. Voilà, je les connais mais par cœur moi. Aujourd'hui, voilà. Je peux faire le cours à ta place. Mes élèves ont fait leur simulation pour les aides. Là, ils étaient contents. Et puis je leur ai dit au revoir. On est parti un peu en vitesse là. Quelle idée aussi, David, de faire un concert chez Anne le jour où j'ai des évaluations en plus de mes élèves. Voilà.
Mais tout, voilà, j'ai pu tout gérer, donc je suis content. Et ça va être en plus un super événement, je pense. On est repassé chez moi, les puces se vêtir. Parce que là, il faut bien dire qu'à Paris, comme je vous l'ai dit, c'est un climat mais polaire. Et j'allais monter dans la bagnole quand je me suis rendu compte que j'avais oublié mes boules caisses. Alors là, non. Là, c'est bon, je les ai pris. Ça, c'est hyper important. Vous rigolez, mais je vous jure que je vis trop mal à chaque fois que j'oublie mes boules caisses quand je suis dans des endroits où il y a de la musique, des concerts ou en boîte des fois. Parce que souvent, enfin pas souvent, tout le temps, en fait, le son est mal réglé. Ils savent pas, vous savez régler. Vraiment, soit c'est trop fort, soit c'est pas assez fort. Enfin non, soit c'est toujours trop fort, je raconte n'importe quoi. Et c'est un vrai problème qui me rend très aigri. Donc, voilà, j'ai mes boules caisses. Donc au moins, si c'est trop fort, comme en plus je suis éreinté, j'ai une sensibilité et une patience proche du néant. Et donc, c'est parti. Donc, nous partons vers David Guetta. Ça va être sympa, je pense. Il paraît qu'il y a peut-être Jennifer Lopez. Il y a des premières parties, je crois qu'il y a Afrojack, il y a Adam Van Buren, je connais le nom vite fait mais j'arrive pas à prononcer. Non, ça va être sympa, j'espère que ça sera un gros show. On va voir ce que ça donne. De toute façon, comme d'hab, vous connaissez, je vais vous partager ça. Hein. Ça va être la folie. C'est quoi ce filtre-là? Bon, bref. Vous avez vu, on est couvert de la tête aux pieds. Nettoyez l'objectif de votre appareil photo, j'aimerais que l'objectif de votre appareil photo soit sale. Qui osait me dire ça, là? C'est écrit ça sur mon téléphone. À Paris, je vous jure qu'on a l'impression d'être au mois de février. La gosse est gelée. La gosse! Tu vas nous mettre nos chansons de Coachella, non? Bah là, j'écoute mon IA pour l'instant. Comment ça, ton IA? C'est une chanson. Hein? C'est de l'IA, j'adore. Comment ça? Bah c'est une IA, c'est pas un vrai artiste, c'est de l'IA. Ah bon? Ouais. On vit dans un monde, moi je vous jure. Ouais, c'est triste, mais et ça c'est de l'IA là ou c'est une vraie conductrice? Parce que... Bah tu sais pas. Cochonne! Cochonne! Donc nous sommes frigorifiés, je vous jure. Tu veux un peu de mon matcha d'hier? Absolument pas. Non merci, je déteste. J'ai pris donc, là je suis bien camouflé normalement, je pense que personne ne me reconnaît là, si. Bah non, il y a un nez, un menton. Alors, surtout que maintenant tu te filmes dans cet accoutrement, donc on va te reconnaître. Oupsie. Mais non, mais attends, comment on peut me reconnaître si je mets ma doudoune que j'ai mis derrière, parce que pour le coup je commence à avoir chaud là maintenant du coup, dans la voiture, mais dehors il caille. Du coup j'ai un pull à capuche, une casquette que j'avais achetée dans la zone 51, vous savez, aux US, des lunettes de soleil. Si je mets ma capuche, tout ça, ma doudoune, personne ne me reconnaît. Je vois pas comment on pourrait là avec cette tête. Non, là c'est inreconnaissable. Non? Parce qu'il y a 60 000 personnes là-bas, donc si je m'amuse à faire des photos toutes les 15 secondes, je fais pas avoir beaucoup David Guetta. Hein. Plutôt être David Ghetto. Hein. Bon, écoute, on verra. Surprise. On est inséparable avec cette mouflette. C'est vrai, c'est fou. Non mais elle vient à mes coups. Putain, c'est dingue, ouais. Oh. Bah là, je sais pas où elle est en ce moment. Du coup, je suis invité au Stade de France par David Guetta qui... a été pour le coup adorable parce que j'avoue que j'avais pas été hyper cool à Coachella. J'avais été le voir parce qu'il mixait et moi je m'attendais à avoir toutes les versions commerciales. Enfin, j'avais envie de chanter toutes les paroles que je connais. Il avait fait un mix, on va dire, plus clubbing et j'avoue que j'avais pas kiffé spécialement et je l'avais dit en story et du coup j'avais reçu un message sur Insta. Je vois la notification de David Guetta vous a envoyé un message. Du coup je vais voir et du coup on m'invitait à donc son staff, tout ça m'a écrit, m'a proposé de m'inviter du coup au Stade de France pour découvrir, j'imagine, à quoi ressemblent ces concerts, tout ça en version peut-être plus radio edit. Enfin moi ce que je kiffe c'est vraiment, j'adore ces chansons évidemment, mais à Coachella j'étais un peu resté sur ma faim parce que j'aurais aimé vraiment avoir les titres très commerciaux, vous voyez, très clubbing quoi, enfin quand on danse quoi, moins le mix trop pointu, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je vais vous partager le concert. Il y a moyen que ce soit cool et que j'aime parce que s'il y a effectivement tous ces tubes et tout, apparemment en plus il y a Jennifer Lopez, donc incre. Et merci à lui du coup parce que pas rancunier, hein, j'avais pas fait des stories ultra sympas, c'est vrai. Et au final, voilà, je suis invité, donc c'est trop gentil. Donc on y va là et je vous tiens au jeu, mes vies. Non mais s'il vous plaît, pour faire 11 km, on met, en plus changement d'itinéraire, super. On met 1 heure quoi. Non mais c'est pas possible. Pour faire 9 km 3 maintenant, 59 minutes. Il se passe quoi là?
Il y a David Guetta au Stade de France ou quoi pour qu'il y ait autant de circulation? Oh là là, c'est beau, toutes ces mairies. Regardez avec les drapeaux pour le mois des fiertés. Waouh! Je trouve ça bon. Ouais, les arbres là. C'est beau. Alors là, nous, on est vraiment des galériens, regardez. On mange dans la voiture parce que... Oh! Parce qu'on est encore à 20 minutes de route, on va jamais arriver. On mange dans la voiture. Je comprends pas, j'ai acheté un sandwich, des Kinder Bueno, des M&M's, des chips, une Volvic citron, j'en ai eu pour 12 €, j'ai pas compris. Ouais, et ben moi aussi j'ai été revérifier le prix, je pensais Oh! que le gars s'était trompé. Bah oui, c'est bizarre. Ça là, plus ça 6 balles. Et c'est étonnant, hein. Attends, mais On est dans un Carrefour City à Saint-Ouen, mais genre c'est moins cher qu'à Paris ou quoi? bah oui, mais qu'à Paris c'est certain, mais moi... Normalement ça vaut 30 balles tout ce que j'ai la 12. J'ai été un peu horrible. Ah mais grave. On devait arriver à 18h30 en fait si vous voulez au concert, mais ça a été un enfer. Du coup là on arrive à 19h51 Oh, puis tous parents. et 14 minutes pour 2 km 4. Non mais c'est lunaire. Du coup on en profite pour manger un coup. Ah putain. Il fait tellement froid dehors. Oh. Bon alors là on est excédé, on est bloqué dans les bouchons. On a mis presque 2 heures pour aller à ce putain de Stade de France. C'est une vraie merde ce Stade de France. Je crois que j'ai jamais été à un concert au Stade de France parce qu'en fait je crois que ça m'a toujours gonflé que ce soit aussi loin et aussi difficile d'accès. Là on n'avance pas et en fait regardez on est complètement bloqué dans la rue et en fait il n'y a pas de parking à proximité du Stade de France. Les flics nous disent qu'il fallait le réserver. Depuis quand pour aller à un concert faut réserver son parking? Du coup on n'a nulle part où se garer, il n'y a absolument aucun parking à proximité donc on ne va jamais pouvoir Si les gens ils se serraient un peu, abandonner la bagnole. Voilà, Bah là, mais on peut je vous tiens au courant si on arrive. Bah ouais, c'est mort, je pense. Hein. Parce que là, il est 20h10 déjà. Donc, David Guetta a fait son entrée. On a tout loupé là. Hein. Puis, depuis tout à l'heure, on fait que manger. Du coup, enfin, on se goinfre. Toute la boîte de... Bah ouais, c'est atroce. Oh, bah, j'ai tapé toute la boîte. On mange beaucoup. Hein. On mange tout le temps au courant. Je sais pas si on va y arriver. Franchement, c'est abusé tout le chemin, le trajet qu'on a fait. Mais si ça se trouve pour rien, parce qu'on va pas y arriver. On est complètement bloqué. Putain, mais je comprends pas, on est parti à 18h30, il est 20h10. C'est une dinguerie. 100 calories du truc cordé. On aurait dû y aller en RER. Hein. Bah oui. C'est un miracle, on a réussi à se garer à Saint-Ouen dans une rue paumée. On a 20 minutes de marche à pied. Putain, bah David, il a intérêt à pas être encore arrivé parce que si on arrive et que ça a commencé, le somme. Hein. Ah mais moi aussi, on a bouffé comme des gorées dans la bagnole, on a la crotte au cul. Putain, moi aussi, je suis barbouillé. On a tellement galéré. Oh, mais c'est dingue. 1 heure qu'on tourne. Mais 1 heure qu'on tourne et 2 heures qu'on roule. Enfin, c'est... Bon, bah a priori, on va pouvoir assister au concert. Bon, on va en louper une partie, je pense. Hein, mais bon. Oh là là, mais je suis très brassé là. Hein. Ah non, mais il manquerait plus que j'ai envie d'aller à la selle. Ah non. Ah non. Traverse, mais alors des endroits... Je vous jure, hyper craignos, il y avait des gens qui étaient en train de dealer du shit. Et là, maintenant, carrément, ne prends jamais de raccourci la nuit. Tout est hyper rassurant ici. Oh! C'est quoi ces rues, là? On est où? Ah d'accord, mes grandes! Ça va pas? Non, mais enfin! Ça va? C'est quoi ces cris? Ah, j'ai eu! On va au concert, les amis. On va voir David Guetta. Bye bye. Merci. Peace. Allez, viens vite, on est hyper à la bourre. Ils sont hilarants, ces gosses. Ah, mais on est arrivé, ça y est. Je crois que David Guetta a fait son entrée. Hein. Ah, de toute façon, oui, il n'y a plus personne à part nous. Hein. On est les derniers. Hein. Putain. Waouh, regardez, c'est beau ce petit pont là. On s'émerveille vraiment de pas grand chose. Bon, bah, normalement, on arrive. Ça y est, il est là, le Stade de France. Putain. Mais ça va, c'était pas si loin à pied. Non, après, il y a la porte vue. Oh bordel à cul de pompe, merde. Oh non, c'est pas vrai. Ah bah il est là, c'est sûr, vu le bordel et le rafut qu'il y a. T'entends? On arrive là, regardez le grand Stade de France. Bah je crois que c'est la première fois que j'y vais, premier degré. Incroyable. Oh là là, les tenues de flics, incroyable, ça me... Waouh, ça me transcende. Regarde si c'est bien porte U. Oui, c'est U. Non, je pense pas que ce soit U en vrai. Bah ça m'a l'air un peu vénère là, non? Je crois que c'est Uren Van Daren, je sais plus quoi, le premier DJ. Ça a l'air vénère là. Hein. Vous entendez? Oh waouh, j'ai chaud maintenant.
On sait jamais comment s'habiller. Cochonne. 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 Vous reconnaissez ou pas les puces? Vous arrivez à entendre si c'est lui ou pas? Dites-moi. Parce que je reconnais pas le son là. Bah oui, il y a encore plein de gens qui arrivent, mais les gens sont jamais à l'heure, donc ça veut rien dire. Mais je reconnais pas le titre. Non, je crois pas. C'est peut-être hein. Ah, je sais pas. Bon, on va faire le tour du stade. Combien de fois là? Elle est où cette porte? Les gens qui tombent sur mes stories de manière aléatoire doivent pas comprendre dans quel pays je suis, si je suis en Norvège ou pas, en nous voyant avec des doudounes énormes comme ça. Bon, c'est où encore? Ah, nous, c'est là. C'est U5 c'est pas là, hein, en tout cas. Si, c'est Porte. Non, c'est pas 19-20, c'est... Et on y est, David Guetta, The Ultimate Monolith Show au Stade de France pendant 3 jours. On a bien cru, bonjour. Allez, venez. On a bien cru qu'on n'y arriverait pas. Hein. Je suis une maman qui vous suit, faut le C'est faire. vrai? Oh là là. C'est que ce bordel? Ah bah non, David Guetta n'est pas encore arrivé, c'est un match. Je sais plus le nom, un Van Réel. Il est là, regardez. Donc ça y est. On est arrivé à temps, j'en reviens pas, mes belles. Putain, mais j'ai beau me camoufler les gens. Je sais pas comment ils me reconnaissent avec ces... On est hyper bien placés, on est là. Wouh! Incroyable. D'accord, Macron. Alors, il y a une ambiance. Enfin, pas là du coup, mais là. Incroyable. Regardez le mood. I have one more track for you, one more track. Can I see all those hands up, please? Incroyable. On avait largement le temps, ça n'a pas commencé du tout. Ah, mais on avait largement le temps. L'éclairage, il est misérable. Ah, L'éclairage est misérable. c'est la lumière du ciel. Hein. C'est beau, regardez ce grand ciel tout ouvert. Bon bah seulement 15 minutes après être arrivé, on part parce que moi je sais pas ce qui se passe, je me sens ultra mal. J'ai vomi 3 fois. C'est impossible que je reste en fait avec le boum boum et tout. Je me sens hyper mal. J'avais des sueurs, j'étais aux toilettes en train de de trembler, de transpirer, de vomir, de tout en fait. Il y avait des gens qui tapaient dans le toilette, qui attendaient derrière. Le chiotte où j'ai été était bouché et débordé, j'ai dû vomir par-dessus. Enfin, non mais c'était horrible. Franchement, la gosse m'attendait derrière. Il y avait tellement de gens qui attendaient, j'avais tellement honte. Les gens donnaient des énormes coups dans la porte, j'avais des... Ah non, ça a été abominable, franchement, je suis incapable de tenir. Je pense que le corps lâche. J'aurais bien voulu participer au concert, tout voir, mais je suis incapable, les vibrations, tout ça, ça me redéclenche des vertiges, des maux de ventre, des vomissements. Je pense que ouais, je tire trop sur la corde. Je suis dégoûté parce que on a mangé en plus très mal dans la voiture. J'ai dormi 2 heures la nuit dernière, plus j'ai enchaîné toute cette journée, machin. Plus ça fait quoi, 1 mois et demi que je dors pas, que ma mère arrête pas de me dire tu dois refaire un AIT. Donc en fait, oui, je pense qu'il faut aller dormir là maintenant, il faut aller se reposer. Le pire c'est que je vous dis ça, mais je vais rentrer, je vais faire un montage vidéo. Enfin, je sais pas, bref, c'était mais abominable de se vider comme ça avec des gens qui vous foutent la pression, qui tapent dans la porte et que vous sentez, mais vous savez, la goutte de sueur, Oh putain, j'ai vécu mais un enfer. Du coup, on a vu 2 chansons et bah voilà, on part. Je suis dégoûté, mais c'est trop risqué, je pense, de rester. Si je vomis sur mes voisins pendant le concert ou quoi, c'est pas possible. Oh là là, on a marché 3 minutes dans la rue, qu'il a fallu courir en urgence dans un restaurant. Mais attendez, j'espère que j'ai pas chopé une gastro, je sais pas quoi là. Hein. Oh punaise, donc là, je croise les doigts, enfin je serre plutôt les amygdales et les fesses, parce qu'on a 20 minutes de trajet. Heureusement, ça va pas durer 2 heures, il n'y a plus les bouchons, là, ça y est. Mais alors, je me dis, punaise, pourvu que ça n'arrive pas dans la voiture. J'ai tellement hâte d'aller prendre une douche, de me foutre allongé, de prendre un Imodium. Enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, ça a été... ça a été très court, ce concert, quoi. Ça a été très, très, très court, ce concert. Je crois que c'est le concert le plus court de ma vie.
Je m'excuse auprès des équipes de David Guetta, hein. C'est pas que j'ai pas aimé, parce que pour le coup les musiques étaient commerciales. C'est exactement celle qu'on aime et tout. En plus je vais louper Jennifer Lopez, enfin bon bref, je crois qu'elle venait aujourd'hui. Bah du coup je vous mets les 3 vidéos que j'ai faites. Arrête. Non mais bon, au concert de Dada. Je sais pas les mots. Voilà. Donc désolé, c'est pas avec moi que vous allez le suivre ce soir, ce concert là. Oh my god, il y a des feux d'artifice partout, regardez! Oh waouh! Incroyable cette entrée. Regardez-moi ça. Bon bah j'espère que la gosse est pas trop déçue. Tu te sens mal. Non mais parce qu'on est venu pour rien quoi. Enfin si, pour se vider quoi. Non mais enfin je te jure. Moi je vais me faire vomir en rentrant parce que tout ce... On regarde, on a tout. Mais je me demande si c'est pas ça, ouais, on a bouffé comme des forcenés là avant d'arriver. Des chips, des Kinder Bueno, un sandwich, des M&M's, enfin... Tous les bonbons à l'INSEC, tout dégoût. Enfin, j'ai bu de l'oasis, du coca, de l'eau, du... Ouais, c'est vrai que là on a fait n'importe quoi. Tout ça lié à la fatigue et compagnie. Non mais ouais, tout a été mélangé, c'est abominable. Enfin voilà les puces, donc bah là... Bah oui, pas vraiment, on en est parti très vite. Mais ouais. J'ai perdu mes lunettes de soleil, bon bref. Il refera d'autres concerts, on ira, on prendra notre revanche. Hein. Ouais. Oh mon Dieu, ça y est, j'y suis. Bon allez, moi je disparais jusqu'à demain midi. Je coupe, il est quelle heure? Presque 23h déjà. Gros bisous. Et demain, bah, je pars en Angleterre. Quand je vous dis que ça s'arrête jamais, c'est un truc de dingue. Gros bisous, j'espère que ça va aller mieux et que j'ai pas chopé une gastro ou je sais pas trop quoi. Je pense que là, voilà, une bonne nuit de sommeil et ça devrait rentrer un peu dans l'ordre. Désolé aux personnes que j'ai pu croiser ce soir au concert de David Guetta. Je pense que ça se voyait sur ma tête. J'étais en train de me liquéfier. Franchement, je vous jure, à 2 doigts de tomber dans les pommes et c'était impossible pour moi de m'arrêter ou de faire des photos ou quoi que ce soit parce que j'étais trop malade. Du coup, je suis un peu parti en urgence. Il y a des gens qui n'ont pas trop compris. Ils m'ont vu quitter mon siège en mode au bout du rouleau, en plein concert et partir en urgence. De toute façon, ça se voyait à ma tête. J'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Et il y a une jeune fille aussi qui, à un moment donné, voulait faire une photo et qui m'a saisi un peu par le bras. Et je me sentais tellement mal. J'allais vomir. En fait, à ce moment-là, j'étais tout blanc que je l'ai un peu poussé en mode... Et je suis parti en courant. Mais en fait, c'était pas possible. J'allais lui vomir ou lui yèche dessus. Donc, je souhaite même pas mon pire ennemi, ce que j'ai vécu ce soir, de se retrouver comme ça, à te vider de partout, dans un toilette avec la queue derrière et les gens qui tapent à la porte. Je crois que j'ai même démarré au même temps où j'étais en train de littéralement me liquéfier. J'ai démarré limite une crise d'angoisse en fait. C'était horrible. Les sueurs qui coulaient, moi qui vomissais, moi qui avais la diarrhée, pendant qu'il y avait des gens qui tapaient à la porte et tout. Et le tout en plus dans des chiottes qui étaient bouchées et qui débordaient et coulaient quand je suis rentré. Non, mais... Ah, mais le Stade de France, je crois plus jamais. Je regarderai un souvenir très amer. Sur ce, je me couche, je disparais jusqu'à demain. Bisous mes vies, bisous.